580 000 abonnés, plus de 560 vidéos. Messieurs, dames, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui manie l'art de la parole, mais aussi celle de la discipline. Salut Yannick. Salut Jérémy. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie pour l'invitation. Écoute, je suis super content de te recevoir sur Self Upgrade. C'est un profil très atypique sur le podcast, pardon. Je pense que ça va être super intéressant. Écoute, pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Qui est Yannick? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Écoute, je m'appelle Yannick, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je suis connu principalement pour être le fondateur de la chaîne YouTube Motive Action, avant toute chose. Et puis récemment, depuis environ 2 ans, également le camp d'entraînement The Resurrection auquel tu vas participer il y a un petit moment, on en parlera un peu plus tard. Et puis principalement, voilà, c'est ce pourquoi je suis connu publiquement, quoi, tout simplement. Ok, super. On va faire un petit retour en arrière. Le jeune Yannick, il rêvait de quoi? De quoi il rêvait? Alors, avant d'accéder à une quelconque forme de rêve, de lumière au bout du tunnel, c'était vraiment ça, c'était être plongé dans les ténèbres, vraiment. J'avais une double vie, si tu veux. J'avais une enfance qui se scinde en deux entre ce qui se passait à la maison avec mes parents et dans la cour de récréation. Moi, j'ai eu le privilège, la chance de naître dans une famille très soudée, des parents aimants, attentionnés, là pour moi et mon petit frère. Donc, à la maison, tout se passait très très bien. On était heureux. Par contre, à l'école, c'est là que le jeu changeait. Voilà. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui et que je me retrouve à faire tout ça aujourd'hui, c'est vraiment pour une raison bien précise. 2 raisons bien précises. Je dirais premièrement une très bonne éducation. Un père entrepreneur qui a toujours énormément travaillé, qui nous a inculqué les valeurs du travail, de la patience, de la parole, de la rigueur. Ça a forcément déteint sur moi. Mais le deuxième élément indispensable, c'est le fait d'avoir subi du harcèlement, d'être stigmatisé, humilié, à longueur de temps, durant toute ma scolarité jusqu'à environ mes 14 ans, de par le fait que je n'avais tout simplement pas la gueule qui revenait aux gens. Si tu veux, moi, j'ai une particularité physique qui fait que, surtout quand je suis arrivé au collège, ça a pris une ampleur considérable. Et ça m'avait complètement brisé. Moi, ce qui fait que... Et aujourd'hui, quand je rembobine le film, c'est ce qui fait que, en fait, c'était un cadeau de la vie. Mais moi, il faut savoir que naturellement, si je n'y fais rien, j'ai un putain de mono-sourcil. C'est ce qui fait que je suis arrivé en 6e avec ce truc au milieu du visage et que je suis instantanément devenu la cible, pas de tout le collège, parce que c'est une représentation qu'on s'en fait, mais de beaucoup de personnes qui, évidemment, en tant que gamin, pouvaient me taper dessus, me foutre par terre, m'humilier, me cracher au visage. C'était vraiment, il n'y avait pas de pitié, quoi. C'était le premier test. Vraiment, le premier camp d'entraînement, c'était dans la cour de récré. Pour moi, tout a commencé ici. Et cette situation-là, elle a vraiment duré de façon continue de mes 3 ans, quoi, jusqu'à mes 14 ans. C'était du non-stop, ça définissait ma scolarité. Je me sentais moche, impuissant, j'étais seul, j'étais repoussé par les filles, j'avais pas de potes, j'étais constamment seul, tu es seul quand tu manges au self, t'es seul dans la cour, t'es constamment vigilant de dire ok, je vais me faire critiquer une fois de plus. Ça a développé une espèce d'ultra-vigilance en moi, mais surtout une immense colère. Un sentiment d'injustice démesuré. Et tu parlais de rêve. Quand tu m'as posé ta question, je ne savais pas ce que c'était qu'avoir un rêve avant d'ouvrir les yeux vers 14 ans. À travers une première suite de déclics et surtout une première prise de conscience et des actions concrètes qui ont été entreprises par la suite. Super. Le déclic, il vient de l'intérieur ou il vient de l'extérieur? De l'extérieur. Le déclic, il vient d'un film que j'ai vu par hasard, vraiment. Donc j'étais probablement en 5e, je devais avoir 12 ans. Et un soir, en semaine, je me souviens très bien,
Après un repas de famille, un soir, on regardait la télé, mon père qui défilait les chaînes, et puis on tombe sur un film de Sylvester Stallone. Et on connaissait l'acteur, mon père apprécie beaucoup l'acteur, et puis on en parlait un petit peu de temps en temps dans la famille, les Rambo, etc. Et il dit, tiens, c'est Rocky, on va laisser ça, tu sais, c'est le même acteur et tout. Ok, on regarde ça, quoi, en famille. Le film commence. Et ce jour-là, c'est la toute première fois de ma vie que je pleurais non pas de peine ou de haine, mais d'inspiration. Que je me sentais, que je découvrais en fait une nouvelle sensation. J'ai vu dans ce film une porte de sortie. J'ai vu dans ce film tout ce que je n'étais pas. Un mec, Rocky, qui part de zéro, qui s'est fait maltraiter, qui est considéré comme un clochard, qui ne sait même pas écrire, qui ne sait même pas bien parler, et qui a un rêve. Il veut devenir boxeur professionnel, il veut devenir champion du monde, mais il n'y arrive pas. Même son coach lui dit d'abandonner, enfin... Les gens qui ont déjà vu le film connaissent l'histoire. Et moi, j'ai pas vu un film ce jour-là. J'ai vu ce que je pouvais devenir. Ce jour-là, devant ce film, c'était très clair pour moi, je devais devenir boxeur professionnel. C'est de là que vient le premier déclic. Super. Et donc, du coup, tu veux devenir boxeur. Mhm. On en parlait tout à l'heure en off, il y a la prise de conscience interne. Et puis ensuite, il y a une espèce de concordance, si je puis dire, avec des actions qui doivent être mises en place. Bien sûr. T'entreprends quoi, justement, à ce moment-là? À ce moment-là, je commence à faire mes premiers pas dans le sport. Je n'avais jamais fait de sport de toute ma vie avant ça. Quelques mois de foot, mais sans plus. Je me cherchais. Ça faisait déjà un petit moment que j'étais hanté par la question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que ma vie actuellement, je la déteste. Donc la question qui me hantait, c'est est-ce que ça va durer jusqu'à la fin? Est-ce que c'est un coup du sort? C'est tombé sur ma gueule, je vais devoir le tolérer jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'il y a une porte de sortie? Donc les premières actions, effectivement, pour moi c'est clair et net. J'ai vu ce que je voulais devenir, ce que je n'étais pas, et j'avais compris très clairement que ça passerait par le dur travail. Alors ça commence, voilà, comme beaucoup d'adolescents de mon âge à cette période, à faire ses premières pompes, à faire ses premiers abdos, à faire un premier footing de 2 km qui est catastrophique. Mais c'est pas grave parce que j'avais trouvé quelque chose, une lueur d'espoir, et ça me nourrissait tellement. Juste l'idée de me dire que ce travail pourrait finir par me mener quelque part auquel je n'aurais jamais osé aspirer quand j'étais plus jeune, parce que je me voyais moi-même comme un perdant, comme quelqu'un qui n'était pas capable de se battre, comme quelqu'un qui n'est pas capable de répondre à l'adversité. C'était tout ce que je n'étais pas. C'était vraiment un effet de contraste tellement puissant que ça m'a percuté au point de me dire, en fait, il y a tellement peu de chances que j'y arrive, perdu pour perdu, je fais ça, quoi. Et je le fais à fond. Donc, une année qui passe, j'étais assez grand de taille déjà pour mon âge, mais très maigre, je faisais 52-53 kilos. En cinquième, j'ai 12-13 ans à ce moment-là. Et une année qui passe, je prends 10 kilos de muscles, un truc comme ça. Je fais n'importe quoi, mais je le fais tous les jours. Et au bout d'un an, en fait, j'ai fait mes petites recherches là où on habite. Moi, il faut savoir que j'habite vraiment dans une campagne paumée en Ardèche, en décalage de la société totalement. Moi, autour de chez moi, de chez mes parents, il y a même pas de voisins, tu vois, il y a des champs, des arbres et des animaux, tu vois, des chevaux, des chèvres, tu vois. Et je vivais dans cet environnement-là. Donc pas beaucoup de clubs de boxe. Et je regarde, j'en trouve quand même 2, un club de boxe française, un club de boxe américaine. Je m'oriente vers le club de boxe française. Moi, je voulais faire de la boxe anglaise. Je voulais devenir Rocky, moi. Mais il n'y avait pas, donc je me contente de ça, ce qui est déjà un énorme pas en avant. De m'inscrire dans un club de boxe, pour moi, c'était totalement insensé. J'étais dans une phase de reconstruction, de reprogrammation inconsciente, mais viscérale, quoi. C'était du matin au soir, je ne pensais qu'à ça. S'ensuit une première année de boxe dans ce club, mes premiers rounds, mes premiers assauts, mes premières petites compétitions. Je suis en conflit intérieur total. Comment t'expliquer ça? J'arrive même pas à croire que je suis dans un club de boxe, ça y est, et que je suis en train de me battre pour devenir quelqu'un dont je peux être fier. Alors que toute ma vie, c'était absolument pas le cas. Donc je le fais, mais le temps que je comprenne ce qui m'arrive, en fait, ça prend du temps, tu vois. Et même pour être honnête avec toi, aujourd'hui j'ai 21 ans, c'était il y a 6 ans en arrière, 7 ans en arrière,
je me rends vraiment compte de tout ça que maintenant, en fait. Et encore plus arriver à le verbaliser. Ça, c'est très compliqué quand on est dans un chaos comme ça. Mais j'étais prêt à faire le travail, quoi. J'avais souffert toute ma scolarité d'injustice, de moqueries, d'humiliation. C'était... Finalement, c'était beaucoup plus dur que faire quelques rounds, quoi, tu vois. Tous les soirs, m'entraîner avant l'école, après l'école, 2 fois par jour, autant que je le pouvais, progresser aussi vite que je le pouvais, et commencer à me nourrir de cette progression-là. Euh, et puis ensuite, au bout d'une année dans ce club de boxe française, j'ai bien progressé. Je suis rapidement devenu l'un des meilleurs de la salle, mais bon, c'est un club, on va dire, loisir pour monsieur et madame tout le monde. Et j'ai juste pris très au sérieux. J'ai beaucoup progressé. Et dans ce club-là, il y avait un gars qui était beaucoup plus âgé que moi à l'époque. J'avais 14 ans, il en avait 34 probablement. Et il avait un lien avec la boxe anglaise. Et puis il connaissait surtout un club de boxe anglaise réputé en France, mais qui se situe à Villeurbanne, à 70 km de là où j'habitais. Il y était déjà allé, et c'est vraiment, si tu veux, un club de professionnels. Tu rentres là-bas en tant que boxeur amateur, novice, euh, dans la section compétiteur, amateur, compétiteur. Si tu rentres là-bas, dans ce club-là, euh, à Cross Counter à Villeurbanne, sous la direction de monsieur Faisal Omrani, si tu rentres là-bas, c'est pas pour t'amuser, c'est vraiment pour devenir boxeur professionnel. Et à cette époque-là, je le vois comme un signe du destin. Tu vois, je me dis, mais waouh, c'est vraiment tout ce dont je rêvais et c'est en train de se mettre en place. Juste 2 ans plus tard, j'ai fait mes premiers pas dans le sport, j'ai commencé à me bâtir un physique, à me reprogrammer mentalement, à avoir un petit peu confiance en moi, me prouver que je suis capable de faire des choses difficiles. 1 an de boxe française, ça me terrorisait, je l'ai fait quand même, j'ai fait mes premières compétitions, puis là je me retrouve enfin dans un club de boxe anglaise, tout ça en 2 ans, quoi. Euh, mais c'est vraiment à cette période-là, en rentrant dans ce club-là, que j'ai commencé la boxe pour de vrai, quoi. Avant c'était, on va dire, le bac à sable, là on est rentré dans la cour des grands, et s'en est suivi des années d'entraînement très 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 rigoureux à suivre le programme des professionnels de cette même salle. Il faut savoir que dans cette salle, moi je rentre, je suis le plus jeune des compétiteurs. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait mon âge, mais ils étaient tous un peu plus âgés, beaucoup plus expérimentés. Je veux dire, j'étais le moins expérimenté, mais celui qui se trouvait juste devant moi, il avait probablement déjà 5 6 ans de boxe de plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe contre qui je mettrais les gants, je perds. Je sais que j'ai perdu d'avance. Il était question donc tout de suite d'endosser l'échec, de savoir que chaque séance va être une claque d'humilité et qu'il va falloir serrer les dents, travailler encore plus dur et rattraper le niveau d'ici quelques années. Et pour moi, c'était non négociable. Même si j'étais terrorisé par ce sport, c'était encore une fois pour moi intérieur et ma porte de sortie, quoi. C'est de cette manière que je pourrais enfin être fier de moi. Super. C'est quoi ta relation à l'échec? Je te pose la question. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent être paralysés. Par exemple, ça peut être pour un projet, ça peut être même pour aborder quelqu'un dans la rue, peu importe, à cause justement de ce sentiment, de cette projection de se dire ah ouais, je vais échouer, ah ouais, je vais être rejeté, ah ouais, X, Y, Z. Et, euh, et ça a fait écho, je vais te laisser répondre, mais ça a fait écho à beaucoup de choses parce que, en fait, je pense que quand tu as le temps de réfléchir en te disant est-ce que je vais échouer et ceci et cela, pour moi, encore une fois, tu n'es pas encore dos au mur. Parce que moi, je me suis retrouvé dans des situations, en fait, quand tu es dos au mur, tu n'as plus le temps de réfléchir à ce que tu vas échouer ou pas. Comme tu dis, c'est ta seule porte de sortie, faut y aller. En fait, tu n'as pas le choix, en fait. C'est quoi ta relation par rapport à l'échec aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Pour moi, le véritable échec, c'est l'immobilisme. C'est pour revenir à mon déclic, ma transition entre la victimisation et la responsabilisation, c'est qu'en fait, le véritable échec, c'était de rester qui j'étais, quoi. C'est vraiment ce sentiment d'être un échec, en fait. Euh, Tous les matins, je me réveille pour aller à l'école et me faire cracher dessus. Ça, c'est un échec. Par contre, échouer devant un boxeur qui est certes meilleur que toi, mais qui, dans cet échange, te rend meilleur, en fait, peu importe s'il est meilleur que toi. Pour moi, c'était clairement. Je le voyais pas comme un. L'échec, c'était de ne pas agir, ouais, très clairement. Et je le vois toujours comme ça aujourd'hui. Ok, super. 14 octobre 2019. Est-ce que c'est une date qui te parle? Le 12. Le 12. Le 12 octobre 2019. Ah, ok. Parce que moi, je te montre ça.
Hmm. Qu'est-ce que ça La t'évoque? toute première vidéo publique. Il faut savoir qu'avant ça, il y en avait eu quelques autres. D'accord. C'est pour ça que tu as 2 jours de décalage, mais qui avait été supprimé pour droit d'auteur le 12 octobre 2019. C'est le jour où par l'intuition, je poste une première vidéo sur YouTube. Pourquoi je me retrouve à poster cette première vidéo sur YouTube? Parce que à cette époque-là, j'ai 16 ans, je viens d'arrêter l'école. Pour embobiner un tout petit peu, pour que les gens comprennent bien, je fais ma scolarité, donc à partir de 14-15 ans, je ne pense plus qu'à la boxe, je dors boxe, je m'entraîne, je ne pense qu'à ça, ma vie est dictée par ça. L'école, je suis on va dire, je me laisse porter, je suis dans la moyenne, je me débrouille plus ou moins bien. Puis j'arrive en première, au lycée, et j'ai pris une filière, j'ai eu la bonne idée de prendre une filière scientifique, parce que je suis plus maths que français, ça me parlait un peu plus. Sauf que on passe à un niveau et je ne suis plus au niveau et je réalise que si je me mets pas au travail, mon année scolaire va être désastreuse. Et en fait, je me retrouve face à deux solutions, 2 options possibles. Mais soit je me mets au travail, je vais plus travailler à l'école et rester dans cette même moyenne tout en continuant la boxe, parce que pour moi c'est vraiment pour ça que je vis. Soit en fait me vient l'idée de en fait arrête. Ça implique plusieurs choses. Ça implique par exemple le fait d'en parler à ses parents et d'avoir leur réaction. C'est ce qui s'est passé, je leur en ai parlé, et il se trouve qu'ils m'ont fait confiance. Et je leur ai dit très clairement, c'était pas compliqué le deal, c'était papa, maman, j'ai pensé à quelque chose, je sais pas ce que vous allez en penser, mais pour moi c'est très clair, je ressens le besoin d'arrêter l'école. Mon père, qui est entrepreneur depuis un peu plus de 20 ans maintenant, n'a pas réussi grâce à l'école et il sait que c'est possible de s'en sortir sans l'école, sans diplôme. Ma mère était beaucoup plus inquiète. On en discute et je leur fais la promesse en fait que si j'arrête l'école et que je me retrouve sous leur toit 24 heures sur 24, c'est vraiment pour travailler beaucoup plus, continuer de m'entraîner très dur et ensuite tout le temps qu'il me restera, je l'emploierai à bon escient pour continuer de m'éduquer et travailler sur des sujets qui, à mes yeux, euh, feront vraiment de moi quelqu'un de meilleur. Et à cette époque-là, c'est mes premiers pas dans le développement personnel. C'est les premiers livres que j'achète, que je lis, c'est les premiers podcasts, c'est ma découverte de certains orateurs. Et puis me vient l'idée, en fait, je consommais pas mal de contenu, euh, et ça me donnait une énergie extraordinaire. En fait, c'était des modèles. David Goggins, Jocko Willink, Andy Frisella, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone. Je découvre tous ces orateurs. Je me dis, wow. Toute ma vie, j'avais manqué d'inspiration, de modèles à suivre. Je pensais que c'était pas possible. Et je vois ça en fait, mais ce qui se passe, c'est que chaque minute de mon temps libre est passée à écouter ces vidéos-là à côté de mes entraînements, tu vois. Et puis je me surprends à me dire, un petit peu après avoir arrêté l'école, je fais 1 mois en première, puis j'arrête tout de suite. Donc en septembre 2019. Et je me dis, putain, moi, il y a quelque chose qui m'alimente plus que tout au monde, c'est les discours de David Goggins. Et je parle pas anglais, en fait. Donc il y a des personnes qui traduisent ces discours-là, qui font des doublages. C'est extraordinaire. Je les consomme, je les apprends par cœur, en fait. Et au bout d'un moment, je les ai tous écoutés. Et je me dis, putain, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font des doublages comme ça, qui traduisent ces discours extraordinaires? Ça en vaut la peine. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ces vidéos-là? Et je me souviens très bien m'être fait la réflexion de me dire, tu te plains que il manque du monde pour traduire ces vidéos-là? Bah, t'as qu'à le faire. C'est de là qu'est née Motivation, cette chaîne YouTube. Et j'ai commencé avec les outils que j'avais sous la main. Je t'ai précisé que je parlais pas anglais, à me lancer dans un travail de traduction de discours anglophones et de doublage et de montage avec des musiques, des illustrations et des vidéos inspirantes. Je commence à faire ça pour moi-même, en guise de carburant en fait, qui fait de moi un meilleur sportif. Au final, je trouvais des outils, de l'énergie, des exemples. Pour moi, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Je commence à faire 1 vidéo, 2 vidéos, 5 vidéos, 10 vidéos. Et puis, naturellement, au bout de quelques semaines, me vient l'idée de me dire, mais qu'est-ce que tu perdrais à poster une première de ces vidéos sur YouTube? Je me lance. Le 12 octobre 2019 au soir, je poste la première vidéo.
petite vidéo de 2 minutes sur Grant Cardone qui est mal traduite, qui est mal doublée, qui est mal montée. Mais je la poste. Et s'en est suivi une aventure, quelque chose d'imprévu, d'imprévisible. Aujourd'hui, c'est une grande partie de mon quotidien, Motivation. Super. C'est vrai que toi, tu dis effectivement que tu as découvert. Moi, je sais que j'ai découvert ça avec Eric Thomas, Ok. principalement. Son discours sur dans une salle avec, je pense, plein de jeunes dans une université où il leur dit, mais les gars, c'est des gens qui voulaient perdre du poids. Il leur dit, mais les gars, est-ce que demain vous allez penser à tous vos proches et si vous voulez vraiment faire quelque chose, me dites pas que vous avez la flemme, etc. Donc j'aimais beaucoup, moi ça me parlait beaucoup. Et j'ai découvert aussi par Inky Johnson, Ok. celui qui a un bras malheureusement, qui l'a perdu, malheureusement et heureusement parce qu'il a fait justement sa force. Ouais. Et ces deux gars-là m'ont aussi shifté le cerveau. Mais effectivement, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai découvert aussi David Goggins. On en va vraiment parler, on va faire une petite parenthèse quand même sur ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est qui David Goggins? David Goggins. Je vais rater cet exercice. Ça va être, hein. Ah. David Goggins, c'est un homme qui était voué à l'échec le plus total, qui est né dans une famille complètement démantelée, un père agressif qui le battait tous les jours, une mère absente qui a été victime de racisme, de moquerie, de manque de confiance en lui-même. Plus tard, quand il a atteint l'âge adulte, qui est devenu très très obèse, qui a dépassé les 130 kilos, qui était complètement perdu dans sa vie et qui a eu toutes les galères possibles. Il découvre plus tard qu'il est né avec des malformations au niveau du cœur, enfin, tout un tas de choses qui faisaient de lui un perdant et qui a décidé, parce qu'il était complètement hanté par sa situation, de se dire mais en fait je suis un putain de perdant et ça détruit ma vie. Je peux même pas me regarder dans le miroir, j'ai honte. Qui a eu une suite de déclics et qui a décidé instantanément de passer à l'action comme personne sur cette terre et qui a réalisé l'impossible. Pas si impossible que ça. C'est ce pourquoi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il partage tout ce message, ces discours, c'est parce qu'en fait, c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Il est juste question d'embrasser l'inconfort le plus total et la magie opère. Et il l'a prouvé encore et encore et encore et encore. David Goggins, non, j'ai probablement passé plus de 2000 heures à étudier son sujet les 5 dernières années, à traduire toutes ses interviews, ses discours, à lire son livre des dizaines de fois, à traduire son livre. David Goggins a été la plus grande claque que j'ai jamais pris dans la gueule de toute ma vie. Son discours, je suis tombé dessus la première fois, j'avais 15 ans. Il m'a transpercé. C'est-à-dire que t'as 2 discours, t'as 2 réactions possibles face à une vie comme la sienne. C'est « ouais, mais c'est pas pour moi » ou « oh, bordel de merde ». J'étais plus vers la deuxième option. Et ouais, j'ai commencé à traduire ses discours, à étudier son parcours, et pour moi, c'est une source de carburant infini. C'est un parcours comme le sien tue absolument toutes tes excuses. Il te montre, en fait, de par ses actions, son parcours, que il était probablement beaucoup plus bas que toi, et il a réalisé ce que tu ne réaliseras probablement jamais si tu te mets jamais au travail. Pour moi, c'est un modèle. C'est le plus grand modèle. Super. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai un pote donc, qui réparait des machines à café à ce moment-là. Et il me dit... parce que moi, je consomme très peu de contenu francophone. C'est-à-dire que tu vois, j'ai vécu en Australie et depuis que je suis revenu d'Australie, je consomme beaucoup de contenu anglophone puisque moi, sur mes thématiques, etc., c'est mieux que j'écoute du contenu anglophone. Et puis mon pote, donc du coup, parle pas anglais, il me dit, mec, il y a un livre que j'écoute tous les jours, ça me donne une pêche de ouf. Je lui dis, ah bon, je lui dis, en plus, c'est pas un mec qui écoute des livres, tu vois. Je me dis, mais, je lui dis, ah ouais, vas-y, tu vois, je suis assez curieux, je lui dis, vas-y, envoie-moi. Et c'est là qu'il m'envoie, je pense que c'était sur Spotify que tu l'avais à l'époque, et il m'envoie justement le livre, les chapitres de David Goggins qui sont traduits. Et j'écoute, je me dis, bon, allez, parce que je n'écoute vraiment pas du tout de contenu francophone. Je me dis, allez, je vais écouter. Et je suis à l'entraînement, et je me dis,
Putain, c'est bien traduit ce truc, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Je trouve qu'il y a une bonne. Je sens que la personne qui fait ça, parce que il y a aussi un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est que tu te montrais pas du tout au début. Tu montrais pas du tout. Je pense que c'est très 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 récent que tu te montres. Ça doit doter de. C'est sûr que c'est moins d'un an, peut-être même moins de 6 mois, je sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est moins d'un an. Et il me dit ça, et je me dis ah ouais, ça c'est bien traduit. Et moi d'entrée, comme j'ai ce truc de me dire, je kiffe le dev perso aussi parce que tu vois, j'ai lu des je pense qu'il y a des phases dans la vie où tu as besoin, tu vois, il y a une phase de conscience. Ensuite, il y a une phase de travail, une phase de maîtrise. Il y a un moment où forcément, tu as besoin de prendre conscience. C'est-à-dire que tu es là, tu as besoin de lire des choses, de comprendre. Moi, tu vois, j'ai lu Paulo Coelho, l'alchimiste, au début quand j'ai commencé. J'ai lu Tony Robbins. J'ai lu des trucs qui ont shifté. Et en fait, il faut shifter ton paradigme au début. Tu es obligé de faire ça. Et ensuite, une fois que tu as shifté le paradigme, là, tu peux commencer à faire. Pour moi, tu vois, Goggins, il est dans les deux. Mais il est beaucoup, en tout cas ce qu'il montre, parce que je pense qu'il est vraiment dans les deux, ce qu'il montre, c'est la partie où, en fait, tu fais. Mais comme il dit, et dans une de tes dernières vidéos, tu disais ça, c'est qu'en fait, si effectivement, déjà, c'est pas clean dans ta tête, c'est très difficile de faire sans direction et compagnie. Donc ça, c'est le premier point. Et il me dit ça. Et je me dis, waouh, truc de ouf, etc. C'est bien traduit. Et puis, il y a un truc qui marque, je pense, beaucoup de personnes, parce que toi, tu parlais de deux types de réactions. Effectivement, il y a des gens qui vont être... Goggins, c'est très clivant. Le discours est très clivant en disant, en fait, il te responsabilise dans ce qu'il te dit, bouge-toi. Si tu te bouges pas, ben, te plains pas. Mais bouge-toi. Et en fait, effectivement, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, c'est too much, je veux pas prendre le pas de faire ce qu'il dit. Et puis, il y a d'autres personnes, ça va vraiment les toucher. Moi, du coup, de par là où j'ai grandi, ça m'a directement touché. Et mon point ici, c'est de dire que, effectivement, il y a des moments où c'est intéressant. Mais moi, je me disais, j'espère, parce que comme on te voyait pas, je me disais, mais j'espère que la personne qui traduit ça, elle fait des vrais trucs, tu vois. Fait que j'avais un peu un décalage, je me disais, j'espère que c'est pas juste encore un mec ou une nana qui me dit, oui, ça c'est bien, la réponse est en toi, machin. Ok, fine. Mais est-ce que toi, tu fais des choses? Et donc, du coup, je sais que tu fais des entraînements difficiles. Donc, tu as parlé de la boxe. Et puis aussi, il y a la partie un peu entraînement très endurant. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour moi, c'était impensable de traduire ces vidéos et de ne pas les incarner. Et si je ne les incarne pas encore, je vais faire tout mon possible pour les incarner bientôt. Pour moi, c'était là. J'aurais pas pu me regarder dans la glace. Véritablement. Déjà, le fait de l'écouter et de pas le faire, pour moi, c'était terrible. Tu t'enfonces, en fait. Même si ça te réveille pas, t'es foutu, quoi. Parce que c'est vraiment Normalement, tu sais, c'est le contenu le plus nourrissant possible qui existe, que tu trouveras sur YouTube. Si ça te fait pas te bouger le cul, rien ne le fera. Bon. Donc, le fait de l'incarner, moi, quand j'ai quitté l'école à 16 ans et que j'ai lancé Motivation, je me suis engagé à poster une vidéo tous les 3 jours tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était, en dehors de mes 4-5 heures d'entraînement quotidien, le rythme maximal que je pouvais tenir, en fait. Mais pas que je pouvais tenir sur les 3, 6 prochaines semaines, 12 prochaines semaines, non, sur les 4 prochaines années, en fait. C'est ok, parce que pour moi, c'est viscéral, quoi. Ces vidéos-là, je les fais pour moi, seulement pour apprendre l'anglais, découvrir des orateurs, des outils et de l'énergie que je pourrais investir dans mon sport à côté. C'était vraiment la partie théorique. Alors que, au bout d'un moment, ça a pris de l'ampleur. J'ai ouvert l'entreprise, Motivation prend de l'ampleur, ok. Et pour moi, Motivation, c'était théorique. Si je devais arrêter entre la boxe et Motivation, c'était Motivation qui passe à la trappe. J'étais dans cette configuration, donc. Donc je te parle de ces entraînements-là, ça a duré de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près. C'était uniquement ça. 4 années de création de vidéos, d'entraînement, et tu répètes. Et c'est tout. 14, 15, 16 heures par jour. 7 jours sur 7. Pas un seul jour de repos. Je suis chez mes parents. J'ai mon petit frère à côté qui travaille aussi sur ses projets. Il a 3 ans de moins, il a arrêté l'école à 16 ans lui aussi. Et on est nos seuls points de comparaison, si tu veux. On est dans une campagne paumée, on habite chez nos parents, on est dans nos chambres, on travaille, c'est tout. Lui aussi, c'est un acharné, donc on se voit de temps en temps. Bon, t'as fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai travaillé sur ci, ça, tu t'es levé à 6 heures, tu te couches à 22, ok. Et toi? Bah, aujourd'hui, j'ai un petit creux cet après-midi. Ah, ok. Déçu. Tu vois, donc on se tire vers le haut comme ça. Et donc oui, pour moi, c'est indispensable. Alors, il y a le côté sportif, il y a le côté aussi conscience de soi. Moi, Motivation, la boxe, c'était plus... Je le faisais plus, je ne me rendais pas compte. Au début, pour moi, c'était je dois devenir boxeur professionnel.
je me mets la barre le plus haut possible et je me démerde pour l'atteindre. Ce que je cherchais en fait dans ce sport-là, que je ne pratique plus aujourd'hui, on va en parler juste après, c'était en fait arriver à un point dans ma vie où je n'ai plus peur de me battre. Je n'ai plus peur des gens, je n'ai plus peur de l'adversité, même je vais la chercher si elle n'est plus là. Ça, je l'ai atteint au bout de 2-3 années de travail acharné, à faire mes premiers combats, à faire des sparring extrêmement durs, avec une pression constante dans un club extrêmement disciplinaire, un coach qui nous laisse absolument aucune chance on va dire, de passer à côté du programme. Il y a un truc à faire, tu le fais même plus que ce que je te demande. Sinon, ça va pas le faire en fait. La barre était tellement haute et je me suis conditionné comme ça. Voilà. Et au bout de... donc à mes 20 ans que je me rends compte, je suis à quelques étapes de passer boxeur professionnel. Il me manque juste des combats, j'ai pas encore fait les championnats de France. J'ai pas eu beaucoup d'opportunités de combattre, mais j'ai constamment progressé et je me rends compte en fait que après avoir atteint voilà, ce que je cherchais avant tout, c'était cette confiance, ce sentiment d'exister, d'être fier de moi. Une fois que je l'avais atteint, c'était plus forcément le but d'être boxeur professionnel qui m'animait, c'était de trouver de nouvelles peurs à combler en fait. Et j'ai décidé d'arrêter la boxe sur une période de 3-4 mois qui était extrêmement compliquée à vivre parce que je me voyais comme un boxeur, toutes les personnes que je connaissais me voyaient comme un boxeur. On parlait de mon identité presque. Si j'arrête la boxe, j'avais peur de ce que les gens allaient en penser. Mais quand j'ai réalisé que j'avais peur de ce que les gens allaient en penser, j'ai réalisé aussi que je le faisais pas plus que pour moi, mais aussi pour les autres finalement. Pour ne pas décevoir mon coach, ne pas décevoir mon père. Mais ça n'allait plus en fait. Je m'entraînais tout le temps, mais je n'avais plus du tout ce goût et cette même envie. Et là en fait, ça fait un petit moment que je me sens appelé par l'ultra-endurance. Et un petit peu avant cette période, du coup, je m'inscris sur un coup de tête à une première course de 24 heures. À cette époque-là, j'ai jamais couru plus de 42 km. Quelques années auparavant, je m'étais lancé le challenge, j'avais dû boucler un marathon en solo en 5 heures, 5 heures et demie. Et je fais ce plongeon la tête la première dans l'inconnu. Ce jour-là, cette course que j'ai faite, sans préparation, moi je suis un boxeur, je suis pas un coureur à cette époque-là, a complètement redéfini ma vision de l'effort et de la résilience. T'arrives au 42e kilomètre et tu comprends qu'à ce moment-là, en fait, tu sais plus ce qui est en face de toi, sauf qu'il te reste 18 heures. Tu commences à avoir mal partout. J'avais une inflammation au genou, un syndrome de l'essuie-glace, syndrome du coureur qui s'est déclenché très tôt dans cette course. Je commençais vraiment à en souffrir. Et pour moi, en fait, ce jour-là, je suis arrivé sur cette piste devant une nouvelle activité que je ne connais pas, en m'étant conditionné à me dire, ce jour-là, véritablement, je suis prêt à crever sur cette piste. Je suis prêt à crever sur cette piste. Je vais avoir mal aux genoux, je le sais. Je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir mal au mental, je vais avoir envie de craquer 1000 fois, je le sais. Mais c'est plus fort que moi, je veux découvrir ce qui se passe, ce qui se trouve derrière cette course. 24 heures plus tard, je boucle 117 km, avec tout le mal possible. Et je découvre quelque chose dans l'ultra-endurance qui dépassait de très très loin tout ce que j'avais jamais connu en boxe. Ça me met une claque. Je me demande, je commençais à me rendre compte que je boxais plus forcément que pour moi. Ça me met une claque, je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je continue? Parce qu'à cette époque-là, j'ai motivation, je viens de lancer mon camp d'entraînement, je fais toujours de la boxe, et là, je commence à faire des ultramarathons. Tu veux exploser quand, en fait? Il faut faire un choix. Et je me dis, ok, mon intuition me dit que je veux faire cette transition entre la boxe et les ultramarathons, mais j'ai investi tellement d'heures, des milliers d'heures, je suis en train de passer boxeur professionnel, il me manque pas grand-chose. Mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je fais? Pour être sûr et certain de ma décision, je m'inscris à un deuxième ultramarathon. 1 mois plus tard, les 100 km de Millau. J'ai encore les stigmates de la première course. Un psoas gauche bloqué, le syndrome de l'essuie-glace, il est en feu. J'y vais. Et ce deuxième ultramarathon, donc
Course de 24 heures, pour ceux qui ne savent pas, la plupart du temps, c'est sur une piste d'athlétisme et on tourne en rond sur une boucle d'1 kilomètre. Entre 400 mètres et quelques kilomètres, on va dire. Là, c'était 1 kilomètre et quelques. Cette deuxième course, ce deuxième ultramarathon, donc un mois plus tard, qui signe du coup vraiment officiellement ma transition entre la boxe et les ultras, j'ai compris que je voulais faire ça du coup, a été les 20h30 les plus inconfortables de toute ma vie. Mais à un point, je ne saurais pas te l'expliquer. Je ne saurais pas te l'expliquer. Je suis arrivé là-bas, je venais... Il y a toute une histoire autour de cette course et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais m'y perdre et ça va dépasser. Mais je venais d'apprendre une nouvelle qui m'avait fendu le cœur. Je suis encore, entre guillemets, affecté de ma dernière course. Je suis en pleine transition de me dire je vais arrêter la boxe pour passer à un autre sport. Je viens de lancer un camp d'entraînement qui me terrorise de bien des manières. Je me retrouve tout seul à cette course, j'ai 100 km devant moi, au bout de 6 km, j'ai mon genou qui s'inflamme. Et ça m'aura pris 20h30 à compléter cette course. Je me souviens très bien, j'arrive au 56e kilomètre. Et les 100 km de Millau, c'est une course durant lesquelles, en fait, tu as deux courses, tu as le marathon et les 100 km, et le marathon, c'est relativement plat. À partir du marathon, pour aller aux 100 km, c'est que des montées et des descentes, quasiment. C'est un aller-retour de 58 km dans des côtes de 8 km de montée, 6 km de descente, demi-tour, on recommence sur 58 km. Je me rappelle avoir atteint le 56e kilomètre et commencer à recevoir tous les signaux de mon corps qui me dit en fait là probablement que c'est l'abandon qui t'attend. Là tu n'y arriveras plus, ton genou il hurle au secours depuis 8 heures, un peu moins du coup, mais ouais, 56e kilomètre. Je me rappelle, je me pose, je m'allonge sur la chaussée. En sachant, voilà, je commence à parler avec moi-même, je me dis ok, cette course-là, je vais la terminer, juste je suis même pas encore conscient de ce qui m'attend, c'est tellement douloureux, t'es seul, la nuit commence à tomber, t'es blessé, tout te pousse à abandonner. La logique, ce serait d'arrêter tout de suite. T'as déjà fait un ultra le mois dernier, tu savais même pas que t'étais capable, là tu viens de relancer une course un mois plus tard. Je me pose 15 minutes dans l'herbe, je réfléchis, je me fais la promesse, je commence à visualiser un peu comment j'aimerais finir cette course, en sachant que tout me pousse à abandonner. Et la manière dont j'aimerais finir cette course, c'est de me relever et de courir ces 56 km d'une traite. Alors que j'ai jamais eu aussi mal au corps dans un effort physique qu'actuellement. Impossible. J'ai jamais fait ça. Enfin, peut-être que c'est possible, mais alors il va falloir aller l'arracher. Je me lève. Je commence à courir. Je me rends jusqu'au 97e kilomètre. 8 heures. À courir à 5, 6, 7 à l'heure. Tout doucement, mais ne jamais m'arrêter, ne jamais marcher. Jusqu'au moment où j'arrive à ce 97e kilomètre, j'avais trop serré mes chaussures. Et j'avais les pieds en feu. Je tenais plus debout, ça faisait 3 heures que j'avais les pieds en feu. Là, ça arrivait, c'était trop. Je m'assois, je pleure, je me souviens, j'étais dans les derniers de la course. Et j'enlève mes chaussures, j'arrive au bout, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis dans une telle souffrance. Je me pose un petit quart d'heure peut-être. Je me relève, je boucle ces 3 kilomètres. Ce jour-là, en 20h30, j'ai jamais autant grandi qu'en ces 20h30, en un laps de temps aussi court. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire face à un tel niveau d'inconfort qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, peu importe ce qui m'arrive. T'as cette femme, tu la considères comme celle, la femme de ta vie, elle te quitte. Ok, tu vas traverser cette épreuve. Là, t'es sous pression, tu dois travailler 16 heures par jour pendant 3 mois. T'y arrives pas, t'es au bout de ta vie, t'as l'impression d'être en dépression. C'est pas grave, t'en es capable. T'as ce combat de boxe, t'as peur de te battre, il faut monter sur le ring, tu vas probablement te faire éclater la gueule. C'est pas grave, t'en es capable. En situation de pression, dans le camp d'entraînement, quand vous débarquez dans la tente, en face de moi, et que je suis dos au mur, littéralement, et que je dois commencer mon discours, et que j'ai peur de parler aux gens, parce que je suis un putain d'introverti. C'est pas grave, tu vas y arriver. Ce jour-là a redéfini ma vision de l'effort, de qui j'étais, de ce dont je suis capable.
Littéralement. Fermeture de la parenthèse. Super. Non, très, 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 très belle parenthèse et très, très important. Effectivement, je pense que, comme on dit souvent, de cet autre côté-là, de cette souffrance, de cette zone d'ombre, etc., il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, quand tu reviens de là, tu te dis, ah ouais, c'est possible, tu vois. C'est vraiment possible, tu vois. Et il y a plusieurs moyens. Tu peux plus ou moins te pousser. Mais de toute façon, souvent, la vie va t'y pousser. Ça va dépendre de ce que tu vis, tu vois. Je fais le parallèle avec... moi, j'ai grandi en Martinique et j'ai eu ce qu'on appelle la dengue. La dengue, c'est quand il y a un moustique qui te pique et qui fait qu'en fait, c'est comme le Covid, mais fois je sais plus combien. Et donc, du coup, j'ai 17 ans quand j'ai ça. Déjà, je suis pas gros de nature. Toi, tu disais que tu étais maigre. Moi, je pense que j'étais comme toi, j'étais aussi maigre. Mais je perds 15 kilos en plus. Je suis dans un état tellement rachidique que j'ai mes potes qui viennent chez moi me voir parce que tout le monde pense que je vais mourir. Tu vois ? Et je suis dans ma cuisine, à un moment parce que j'étais solo, même pour marcher, j'arrivais plus à marcher, etc. Et je me dis, ah ouais, là c'est chaud. Mais en fait, mentalement, et c'est ce que moi je kiffe avec ce jeu de l'esprit, comme on l'appelle souvent, c'est qu'en fait, ton corps peut être dans un certain état et ton esprit peut être dans un autre. Et l'avantage, en tout cas, que j'ai eu à ce moment-là, c'est que moi, j'ai jamais eu peur de mourir en soi. Donc, quand c'est arrivé, je me suis dit, ah ouais, mais vraiment, littéralement, je me suis dit, ah ouais, bon ben ça va, j'ai bien vécu, j'ai quand même bien rigolé dans cette vie, c'était vraiment cool. Et là, je tombe sur le sol d'entrée. Bah, je tombe. Et en fait, après, bon, on va pas parler non plus de plein de trucs de spiritualité ou autre, mais il m'arrive des trucs et je me dis, et genre vraiment, tu vois, je vois mon corps, je me dis, ouais, c'est comme ça en fait que ça se passe. Mais comme je te parlais, je me parle vraiment comme ça. Je me dis, j'ai aucun truc où je me sens, j'ai peur ou quoi que ce soit. Je me dis vraiment, ouais, c'est un vrai truc. T'as 17 ans à ce moment-là ? 17 ans. Mais il y a un truc que je ressens, c'est que je me sens extrêmement bien. Genre, j'ai une paix parce que dans tout ce truc de dingue, etc., tous ceux qui l'ont eu vont comprendre, c'est que t'as mal, mais tous les jours. Tous les jours. En fait, tu ne peux même pas dormir. C'est-à-dire même marcher, tout ce que tu fais, t'as l'impression d'être dans un corps de 90 ans, t'as mal dans tous les sens, même te doucher, tu peux pas, tu manges plus, t'as plus rien, tu vois. Et là, je me sens extrêmement bien, comme si j'ai plus de besoin. Je me dis, ah ouais, c'est un vrai truc. Il se passe ce qui se passe. Je retourne dans mon corps. Instantanément, je suis plus malade. Et là, en fait, ça a été mon déclic, c'est qu'en fait, je prends des grosses décisions sur plein de trucs. Tu vois ? Et en fait, t'as plein de trucs, comme je dis, en fait, quand t'es dos au mur, en fait, t'as plus le choix. T'as plus le choix, il va te rester que, il y a ce jeu-là qui commence. Ce jeu-là, est-ce que t'es capable de ? Et je pense, et après on en parlera, on va basculer sur le camp, mais c'est pour ça que des fois, je pense que les gens te le disent, ou même moi, mais pourquoi t'es discipliné, ou même pourquoi X, Y, Z, c'est parce qu'en fait, déjà, tu as une vision. Je pense que c'est super important d'avoir une vision, de savoir, parce que tu as une mission. La mission, c'est comment au quotidien, tu fais ce que tu as décidé de faire, comment tu as décidé d'aider les gens, etc. Mais la vision, c'est là où tu veux aller. C'est là où tous les efforts que tu es en train de mettre en place, les briques que tu es en train de poser, c'est là où tu as envie d'aller. Tu vois. Et donc, du coup, pour parler de ces briques-là et pour faire un parallèle sur ça, je m'inscris dans un camp, décembre 2023. Parce qu'en fait, on échange, oui. On n'a pas dit ça. On échange donc sur Discord. Et je parle un petit peu avec toi, etc. Et effectivement, comme je t'avais dit, mon pote m'avait passé justement tous ces épisodes, etc. Et tout. On parle un petit peu et tu me dis, ben écoute, ouais, c'est possible, effectivement, si tu veux les réécouter, mais faut venir au camp. Je me dis, ouais, c'est camp numéro 3. Attendez, parce que quand même... Je l'ai entendu tout à l'heure. Tu l'as entendu le camp numéro 3. Et donc, du coup, je me dis, ok, fine, pas de souci, en fait, pas de souci, je viens, en fait. Je n'ai même pas regardé c'était quoi exactement. Je sais même plus s'il y avait un site internet à ce moment-là, je sais plus du tout. Mais je sais que je paye, je te dis, ok, j'ai payé. Et après, tu m'envoies les infos. Non, on fait un call un peu, voilà, pour qualifier, etc. Et puis, j'arrive. Et moi, en fait, il y a un truc, c'est que je dis à personne que je pars dans ce camp-là. Je pars solo parce que je me dis juste, je suis trop content, je dis juste aux gens, il y a un truc, je vais faire un truc. Je leur explique pas c'est quoi, je leur dis juste, je vais faire un truc.
Et en fait, je me dis, ah ben ça va être cool parce que, comme je te disais, tu sais, moi aussi, je fais pas mal de sports de combat. Euh, Faire 1 an à perdre tout le temps, tout le temps, tout le temps, rentrer chez toi avec des bleus, avoir, je fais de la boxe thaï, avoir des tibias qui sont cassés, etc. Je connais tout ça. Donc je me suis dit, ah ben j'ai bien envie de voir si ce truc-là, c'est différent parce qu'il y a aussi un truc, et ça on en parlera, c'est que tu peux être très bon dans une discipline, tu peux avoir une résilience dans une certaine discipline, mais dans d'autres, tu l'auras pas forcément. Exactement. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont être très bons, imaginons, je sais pas, dans le sport, imaginons dans la course, mais transposer cette discipline-là, par exemple, dans le travail, dans les projets, etc., tu l'auras pas forcément parce que c'est pas le même réseau de neurones et c'est pas que ce soit la sérotonine ou la dopamine, c'est pas la même chose qui est délivrée. Donc en fait, pour moi, le vrai jeu, c'est de réussir à transposer ça là où tu veux le transposer, le vrai sujet. Mais du coup, j'arrive au camp. Donc, comme tu as dit, en Ardèche, je prends le train, je prends un bus, j'arrive à un endroit, je me demande même est-ce que je me suis pas trompé parce que en plus j'arrive assez tôt et il y a pas grand monde, tu vois. Il y a un gars, c'est Antoine qui était là du même camp qu'on a fait. Et du coup, je le vois mais dans un petit abri, je me dis bon, est-ce qu'il attend le bus, est-ce que c'est un mec du camp? Je vois pas forcément ses affaires, je me dis bon. Et puis après je vais lui parler, il me dit ouais ben ah oui, t'es venu pour le camp. Je dis ouais pour le camp, etc. On commence à parler. Et en fait, il y a un truc, c'est que moi je stresse très très peu. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai tellement connu des situations stressantes qu'il en faut beaucoup pour me stresser. Et là, je commence à sentir un petit stress qui monte. Je me dis c'est bizarre ça. Mais pas un stress qui m'effraie, mais plus un truc genre j'ai une excitation, une excitation. Et je commence à voir des gars arriver. Je vois Johan qui arrive, je vois Damien qui arrive, je vois Ahmad. Ahmad, le premier contact qu'on a. Charlotte à Ahmad, le premier contact, c'est que moi, je l'entends derrière parler avec Nadir en disant « J'ai envie de voir des gens abandonnés. » Je me dis « Mais c'est quoi ce truc ?» Et je me dis « Putain, Jérémy, tu viens de te rendre compte et de rejoindre un groupe de tarés, de timbrés qui sortent de toute la France et ailleurs, quand on en parlera après, mais qui sortent de la France. Et là, je me dis « Ok. » Et là, c'est Johan. Il met sa frontale puisqu'on était en hiver. Donc du coup, la nuit tombe assez tôt. Et je sais plus, parce que je crois qu'on avait peut-être rendez-vous à 20h avec toi, quelque chose comme ça, le vendredi, mais peut-être qu'il était peut-être 18h, mais la nuit commence déjà à tomber. Et Johan, il fait bon les gars, on part pour 10 km, qui est chaud? Moi, la course, c'est pas trop mon truc. Mais je me dis, ça a commencé ce jeu-là. C'est très vite, parce que moi, encore une fois, comme j'ai grandi aux Antilles, il faut très vite prendre ta place. C'est-à-dire que si tu prends pas ta place, c'est soit tu te fais manger, soit tu es capable de résister, tu vois. Donc très vite, je comprends que ça, c'est un jeu de l'esprit qui commence. J'ai dit non, personne ne va prendre l'ascendant. J'ai dit moi aussi, je viens. Mais je suis pas un mec qui court. Hop, on commence à courir. Pendant qu'on court, on commence à parler. Il y a le grand Nadir avec qui je parle, qui me dit, puisqu'il est très dans les échanges, il me dit ouais, toi tu fais quoi, etc. Moi je dis non les gars, moi je fais du sport, mais tranquille, je fais pas des gros trucs, etc. On commence à courir et tout. On revient. Et en fait, ceux qui étaient restés, on leur demande en fait, est-ce que du coup, tu étais venu ou autre, etc. Ils disent non, ils sont pas venus. Les gars, ils disent, les gars, on repart. Donc en fait, on se tape un semi-marathon avant le camp. Je me dis, ça commence à être chaud. Et à ce moment-là, moi, je commence déjà à me fouler la cheville. Je me dis, putain, tu vois, Jérémy, tu voulais courir, regarde dans quoi tu t'es mis. Mais en fait, c'est là que ça devient intéressant parce que je me dis, bon, je commence à avoir mal à la cheville gauche. Je me dis, je sais pas, parce que je savais pas quelles épreuves on allait faire concrètement. Je me dis, bon, ça va falloir être solide. Mais moi, je monte à aucun moment que j'ai mal. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient mal aussi. Moi, je monte à aucun moment que j'ai mal. Donc, on arrive au camp, etc. Et après, je te laisserai expliquer un petit peu pourquoi tu as créé le camp et en quoi ça consiste. Mais nous, on arrive dans le camp et ce qui est cool, c'est que tu arrives, on te dit, bon, les gars, moi, je me souviens très bien de la phrase, c'était « Messieurs, vous nous donnez montre, tablette et téléphone, on ne sait plus quelle heure il est. » Donc, avant que moi je spoil, c'est quoi le camp? Pourquoi tu l'as créé? Mais c'est quoi et pourquoi tu l'as créé? Ce camp d'entraînement, c'est le projet le plus insensé que j'ai jamais lancé dans ma vie. J'en ai pas lancé des tonnes, mais vraiment, cette idée-là d'un camp d'entraînement à 20 ans, alors que j'ai déjà ma chaîne YouTube, je dois gérer mes entraînements, etc. Ça part d'une idée. C'était avec Nadir. On se parlait depuis un petit moment. On se connaissait depuis peut-être 1 an ou 2 à cette période.
Et on s'était jamais rencontrés, juste on avait des communautés assez similaires et voilà, naturellement on discutait de temps en temps. Et on s'est dit tiens, ce serait marrant un jour qu'on se rencontre, mais qu'on se rencontre dans des conditions qui nous ressemblent. On se voit plusieurs jours, tiens, on va pas se faire un verre dans un bar, un truc classique. Non, on va se voir 4 jours et on va s'entraîner 8 heures par jour. Un truc du genre. Et il est chaud. Et en fait, c'est en raccrochant avec lui que je me dis tiens, mais j'avais le Discord qui actuellement est totalement en veille, mais à cette époque, il est un peu plus actif. Et je me dis mais qu'est-ce que ça coûterait de poser une date, un week-end, une adresse, et de dire les gars, je suis prêt à recevoir 7 personnes maximum, je vous offre les repas, je vous héberge, et en fait pendant un week-end on va vraiment s'entraîner le plus possible. Ça part de là. Au début je me dis pas c'est un projet professionnel, ça va devenir officiel, non, c'est juste un week-end. Moi à cette époque ça fait 4 ans que je vois absolument personne, je m'entraîne, je fais des vidéos, c'est tout, c'était un challenge, je me dis waouh, je vais faire le planning, je vais concevoir un plan pour le week-end, et je m'adresse à des personnes qui sont des personnes qui passent facilement à l'action, donc j'ai intérêt à les mettre tous à l'épreuve. Et puis moi-même, j'ai envie de me mettre à l'épreuve, j'ai envie de m'envoyer vraiment au feu ce week-end. Je commence à mettre en place un planning d'environ 25 heures d'entraînement sur le week-end. Tout un tas d'exercices que je maîtrise, que je pratique dans la boxe, à base de course à pied, de masse, de bain froid, de poids de corps, de marche lestée, de ceci, cela. Et puis je mets ça en place et ça part de là. Le week-end se passe. Alors, il y a plein de choses qui... C'est vraiment le camp bêta, tu vois. Je teste tout ça et... En fait, ça s'est tellement bien passé, d'un point de vue extérieur. Intérieurement, je l'ai vécu comme un échec cuisant personnel. Je te dirai peut-être pourquoi tout à l'heure, mais à partir de là, ça se passe tellement bien. Je vois qu'ils sont tellement nourris. En fait, ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, même plus que ce qu'ils étaient venus chercher. Que je me dis putain, peut-être qu'on peut fusionner ça à Motivation et l'annoncer officiellement et créer des événements en fait réguliers, quoi, des camps d'entraînement. Puis je vais le rendre officiel. Ils vont payer leur billet. Là, je vais tout offrir pour le premier. Et puis tout l'argent qui rentre, je vais pouvoir investir dans du nouveau matériel, une plus grande piscine, des barres de traction, un ring, du matos. Enfin, l'idée me paraît complètement folle. Et en même temps, j'ai super peur de parler à un public. J'ai peur de ne pas réussir à me faire respecter. J'ai peur de ne pas réussir à avoir de l'impact sur ces personnes. Je suis le plus jeune. À chaque fois, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire non, mais ça va, tu tiens la route. Mais pour moi, c'était vraiment un problème de légitimité de me dire mais est-ce qu'ils vont me suivre? Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais coaché quelqu'un, j'ai toujours été l'élève. C'était tout nouveau pour moi, je me lance la tête la première, je sens que ça me fait peur à tous les niveaux, je signe. Je fais ce camp d'entraînement, je l'organise, je l'officialise. Voilà comment ça s'est passé. Ce camp d'entraînement, c'est... J'ai fait beaucoup de boxe, je commence à toucher pas mal au milieu de l'ultra-endurance. C'est en un week-end condensé tout un tas d'épreuves que tu as vécues, mais c'était la classe 3, là nous sommes à la classe 9. Le projet a énormément évolué. C'est pousser n'importe qui à aller chercher son ultime limite, celle qu'il de lui-même probablement n'irait jamais chercher, ne toucherait jamais, tu vois. Voilà en quoi consiste ce camp d'entraînement à travers principalement le sport. Mais au fur et à mesure des événements, j'ai rendu la chose très très concrète, pragmatique, compréhensive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement d'enchaîner des épreuves difficiles et de faire ça machinalement, bêtement, et de le terminer et de se dire ok, j'ai fait un truc de fou le week-end dernier, sans vanter ou je ne sais quoi. Non, c'est comme tu dis, et c'est exactement ce pourquoi je me bats aussi, c'est retranscrire la discipline du sport, par exemple, dans l'entrepreneuriat, dans sa vie de famille, dans sa relation sentimentale, dans son alimentation, son sommeil, et devenir un être humain complet. C'est ça la thématique du camp d'entraînement. Développer une autodiscipline parée à toute épreuve que tu pourras ensuite réutiliser dans ton quotidien. Rendre ces candidats et ces candidates parfaitement autonomes. Super. En plus, il y a un point aussi par rapport au camp. Donc le camp, alors je vais donner aussi mon avis de participant. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai remarqué en tout cas en termes de profil, dans le mien en tout cas, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont
un peu dans leur coin, tu vois. C'est-à-dire que t'es un peu dans ton truc, parce que tu peux être entouré de personnes, mais tu peux être le seul à avoir ce type de vision-là. Moi, tu vois, pas mal de fois, j'ai essayé, tu vois, des fois de motiver des potes, de dire, vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis au final, tu te retrouves un peu tout seul à chaque fois, et puis tu fais ton truc solo. Mhm. Et quand j'arrive au camp, donc je me rends compte que on est tous différents, et en même temps, on est tous les mêmes. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on a tous des origines différentes, on a tous des histoires différentes, on est tous uniques, mais il y a un truc qui nous lie, c'est qu'on a envie, et c'est pour ça qu'on est sur l'upgrade, et ça correspond aussi à ce que tu fais avec Motivation, c'est vraiment de se dire comment je peux me dépasser, comment je peux me tester, comment je peux m'envoyer dans un truc où je sais pas, genre je suis comme ça, et je et moi je sais que ce qui s'est passé au camp, donc par exemple, il y a un truc que j'ai compris aussi au camp, en tout cas en ressortant et en le conscientisant, j'ai compris pourquoi aussi, des fois, les militaires, par exemple, liaient des connexions très très fortes. Je dis ça parce que moi, j'ai des gens qui ont fait l'armée, qui ont fait des guerres dans ma famille, et j'arrivais pas forcément à comprendre ça, mais je l'ai compris. Dans le sens où, en fait, quand tu passes, et j'ai même compris la télé-réalité dans le camp. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est que quand tu passes du temps avec des personnes que ces personnes deviennent tes repères à ce moment-là. Tu vois, nous, c'était 48 heures. Ces personnes deviennent tes repères. Et qu'en plus, vous souffrez ensemble, vous souffrez, mais vous rigolez aussi ensemble. En fait, il y a un truc qui fait que dans ton cerveau, en fait, toutes les émotions sont décuplées. Mhm. Et je comprenais pas des fois quand je regardais la télé-réalité à l'époque, des fois des trucs que je voyais passer, je me disais, mais comment ces gens-là, ils peuvent, je sais pas, dire qu'ils sont les meilleurs amis, ou bien un gars qui peut tomber amoureux d'une fille je sais pas, en une semaine, etc., etc. Mais en fait, c'est parce que tout est condensé. Et en fait, dans le camp, ce que je trouve intéressant, c'est que tu passes par beaucoup d'émotions. Et je trouve que le vrai sujet pour moi du camp, c'est que tu te découvres toi-même. Tu te découvres toi-même. Pour moi, il y a deux choses. Ça m'a rappelé une chose que j'ai fait avant qui m'a débloqué le cerveau aussi comme ça. C'est quand je suis parti tout seul en Australie, que je connaissais personne, que je parlais pas anglais. Je trouve que les voyages solitaires t'apportent ce truc-là aussi de te dire, en fait, tu as une vision de toi, mais en fait, comment tu réagis quand tu connais personne, Mhm. quand tu es fatigué, quand tu manques de nourriture, quand tu es énervé, quand t'as pas tes repères, quand tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je me suis retrouvé dans des endroits en Australie, mais c'était chaud. Je me dis, mais frère, comment je vais sortir de là? À un moment, j'étais allé faire du woofing, ils appellent ça. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui te donne le gîte et le couvert et tu travailles avec ces personnes-là. J'étais dog-sitter, donc j'avais genre 15 chiens dont je devais m'occuper, etc. Et en fait, le camp, pour moi, il y a eu ce truc-là. Mais il y a un deuxième point pour moi aussi dans le camp qui est super intéressant. C'est que autant tu peux avoir un esprit de compétition qui peut arriver parce qu'effectivement, il y a des épreuves, suivant effectivement ton historique, tu as envie effectivement de te pousser et puis peut-être d'être dans la compétition. Et en même temps, tu te rends compte que le camp est fait de façon à ce que tu sois obligé déjà de parler aux autres et que tu sois aussi obligé de réussir avec les autres. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce fil conducteur qui est là, qui fait que effectivement, tu peux pas aller au camp et je mets des guillemets à réussir individuellement. Ou sinon, pour moi, tu passes à côté de quelque chose. Bien sûr, mais un truc qu'il faut savoir, et du coup, tu l'as vécu au camp 3 un tout petit peu, mais depuis, donc, il y a eu 6 événements de plus, dont une classe 100% féminine. Et ce principe de cohésion a été mis sur le devant du camp, mais à un point inimaginable. C'est-à-dire que le manque de cohésion est sévèrement puni. À la classe 3, c'était c'était le premier camp dans lequel il y avait un premier instructeur en plus de moi-même. À ce moment-là, je fais toutes les épreuves avec vous et j'étais sacrément malade. Et j'avais une angine, une extinction de voix. 2 jours avant le départ du camp, quand vous étiez arrivé, j'étais épuisé. On est en plein hiver et on part pour un week-end intense. Donc à ce moment-là, pourquoi je parle de ça, c'est parce que la surveillance et la discipline imposée par le staff, moi-même et l'instructeur qui m'accompagnait, étaient vraiment minimes par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, on est sur des équipes de 5 à 8, 10 instructeurs pour les prochaines classes. Et tout est millimétré, c'est-à-dire que la moindre répétition oubliée te vaut une série de plus, la moindre seconde de retard est punie. Enfin,
moi, c'est ce que je dis aux candidats. Le combat que vous venez gagner, c'est celui que vous allez mener contre vous-même. Maintenant, on en profite pour développer aussi cet esprit de cohésion que l'on retrouve dans beaucoup de sphères de notre vie. Quand tu lances une entreprise et que tu t'associes avec quelqu'un ou que tu embauches quelqu'un, tu dois être capable de travailler avec lui. C'est vraiment ce... Le camp prend en compte... J'essaye de faire en sorte que le camp prenne en compte... comment dirais-je, les métaphores du camp peuvent se retranscrire dans toutes les sphères de la vie, le plus possible en tout cas. Il y a le côté, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quelle heure il est, je ne connais pas les gens autour de moi, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne connais pas le planning. On me demande d'être solidaire alors que je suis peut-être introverti, mais c'est pour ça que je te demande d'être solidaire. Et si je remarque que tu es très introverti et que tu as peur de parler aux gens parce que de nature tu es comme ça, c'est toi qu'on va mettre capitaine. Parce qu'en plus de travailler ton physique et ton mental, tu vas travailler cet aspect qui te fait flipper en fait. Moi, c'est ça que je veux faire travailler aux candidats le plus possible. On va déceler des failles dans les candidats et les faire travailler dessus. Donc ouais, non, cohésion très 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 poussée, inspirée des stages militaires. J'ai eu l'occasion de fréquenter quelques instructeurs militaires qui ont pu m'en parler beaucoup plus en détail. Je m'en suis inspiré pour le camp. Le camp arrive à maturité, là je pense au bout de 2 ans bientôt. On est sur une épreuve extrêmement complète. On va faire face à un certain nombre de peurs, des peurs qu'on retrouve dans notre quotidien, et le but au camp d'entraînement, comme tu le disais, le mot est très juste, c'est un condensé. Et c'est le condensé du condensé du condensé. C'est l'essence de qu'est-ce que c'est que la discipline pure. Voilà, c'est ce qu'on va retranscrire et vivre dans ce camp d'entraînement. En un temps record, 48 heures. Là j'arrive et je dis aux gens, ouais, en 48 heures... d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, ouais, je veux changer la vie des gens en 48 heures. Tu changes pas la vie des gens en 48 heures. C'est pas possible. Par contre, tu peux planter une graine en eux. Et si, de même, ils décident, après leur passage au camp d'entraînement, d'alimenter cette graine, de l'arroser et de la faire pousser, là, il peut se passer des choses extraordinaires. C'est mon but à travers ce camp d'entraînement. Super. Et ouais, tu parles de graines parce que moi, je me souviens la session des jumping jacks. Mhm. Un jumping jack. On dit, oh, ok. 2 jumping jacks, on en fait 2. Après 10. Et puis en fait, moi j'aime beaucoup dire qu'en fait, dans la vie, tout est une histoire de déplacer sa norme. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment où on fait des séries de 1000 jumping jacks. Oui. Je me dis, 1000 jumping jacks. Et puis en plus, on appelle ça les mascottes. En général, on a des sacs à dos, lestés, je pense, peut-être entre 8 et 10 kilos. On a une petite sacoche en bandoulière. On a des trucs, je me dis, waouh, il va falloir faire ça. Et puis, on commence. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que, aussi au camp, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un élément extérieur qui va venir te retirer de ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu peux pas dire, bon, là, j'arrête ma séance de sport parce que je dois partir au travail ou ceci ou cela. Là, en fait, on a tout le temps. Et on va t'attendre. Et tu vas le faire. Et en fait, ça fait qu'à un moment, ton cerveau, il commence à dire, bon, il commence à se caper. C'est la règle un peu des 40% dont David Goggins parle, c'est que t'es épuisé, t'estimes être arrivé à un certain moment. Il faut pas non plus blâmer le cerveau pour ça, parce qu'il est là pour ça, il est là pour te maintenir en vie. Donc quand il voit que tu vas un peu dans la zone rouge, il te dit, hey, attention. Mais en vérité, tu peux déplacer ta norme. Ta zone rouge, elle peut augmenter un petit peu. Et donc effectivement, je sais que j'ai vu beaucoup de choses. Parle-moi en fait aussi de ce que tu as vu, parce que tu as appris aussi, à la base, le camp, il est mixte. Tu as fait une classe féminine parce que, je pense, et tu vas me dire pourquoi, mais je pense que tu t'es rendu compte que peut-être les femmes n'osaient pas forcément venir dans le camp mixte ou autre, et que tu t'es dit, écoute, peut-être qu'il faut aborder la chose différemment. Donc tu fais un camp féminin avec... j'ai vu qu'il y avait l'INSEE comme instructrice, qui est aussi un très haut niveau de résilience. Parle-moi du camp féminin, et parle-moi aussi peut-être de ce que tu as vu dans le dernier camp. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Est-ce que tu as vu une transformation de fou? Parle-moi de ça. Premièrement, le camp féminin, oui, c'est exactement ça. Oui, les camps étaient mixtes, mais je m'adresse à une communauté majoritairement composée d'hommes. Donc, on se retrouvait sur des classes de 25 à 35 candidats, avec grand maximum 2 femmes au milieu, tu vois. Et c'est des femmes qui savaient à quoi s'attendre et qui n'étaient pas forcément dérangées par le fait de se retrouver, mais dans ce genre d'environnement. Mais par contre, il y avait beaucoup de femmes, mais je recevais des messages régulièrement, et c'est venu petit à petit de, ouais, j'aimerais bien, mais ça me fait flipper, en fait, de me dire, mais je vais me retrouver au milieu de 35 mecs en sous-vêtements pour aller dans une piscine d'eau froide à 3 heures du matin en hiver. Ouais, je comprends. Et puis,
Et puis, donc, j'ai mis en place cette classe féminine, avec, donc, c'était 15 candidates. Ça s'est très bien passé, des instructrices aussi, une cadreuse. J'étais le seul gars au milieu de toutes ces femmes. Et j'étais là pour orchestrer le tout. Ça s'est très bien passé. Et à partir de ce moment-là, derrière, j'ai fait la classe 7 et la classe 8 qui étaient également mixtes. Et on avait 1 et 2 femmes dans ces 2 classes. À partir de maintenant, je décide d'organiser un événement pour les femmes, un événement pour les hommes, de séparer les 2 sexes volontairement pour avoir le moment pour les femmes, le moment pour les hommes, vraiment entre femmes et entre hommes. Je sais que ça plaît à certains, à beaucoup de gens, et ça peut déplaire à d'autres. Je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent la compétition et se confronter aussi aux hommes. Euh, mais voilà. Et derrière, pour la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que j'ai pu constater ? Tout simplement des transformations, des déclics mentaux comme j'en ai jamais vu nulle part ailleurs sur mes 21 années d'existence dans la boxe anglaise. J'ai vécu ces combats, j'ai vu des mecs perdre, se battre pour quelque chose et puis réussir enfin, tu vois. Et ils avaient même pas encore ce même truc dans les yeux de « Ok, là en fait il se passe un truc. Je sais même pas comment te l'expliquer, mais de minute en minute, je suis en train de me transformer. Parce qu'on te laisse aucune échappatoire. On te prend ton téléphone, on t'empêche de parler, on te dit fais ci, fais ça, si tu le fais pas, t'es puni. Pendant 48 heures, on s'entraîne 14 heures par jour. Personne n'a jamais fait ça, on va dans l'eau froide, on rentre dans la boue, on se lève, tout à l'heure t'avais du retard, tu sautes ton repas, tu vois, tu vas même pas manger. Toi t'as plus de potentiel, cette nuit tu vas dormir 2 heures de moins, juste parce que je l'ai décidé, avec les instructeurs, et on met ça en place. Et en fait, donc, il y a un soigneur sur place récemment, depuis peu. Avant, on faisait vraiment attention que tout se passe bien. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de problème, de blessure. Il y a eu une cheville foulée et 2-3, on va dire, pas des malaises, mais tourner de l'œil, mets-toi sur le côté, un peu de sucre, un peu de repos, et on y retourne, tu vois. Et la sécurité des candidats est évidemment une priorité. Par contre, comme tu parlais de la règle des 40% de David Goggins, on ne sait pas de quoi on est capable, avant que soit on se pousse soi-même dans ces retranchements les plus profonds, soit on nous l'impose en fait. Et dans ce camp d'entraînement, on te l'impose. Tu n'as pas le choix. Et si c'est trop pour toi, tu sonnes la cloche et tu rentres chez toi. La fameuse cloche, on va en parler. Moi, je sais que quand j'avais fait le camp, il y avait une espèce de grosse cloche, pas au milieu du jardin, mais en tout cas surtout le terrain. Et puis il y avait une espèce de table, il y avait une table pleine de bonbons, de gâteaux, de trucs comme ça. Et en fait, cette cloche-là, on passe à côté à chaque fois. C'est-à-dire que quand on va faire les épreuves, on y passe. Quand on va manger, on y passe, etc. Et j'avais trouvé ça intéressant. Et puis on avait aussi, nous, le sapin de Noël, en disant, les gars, il y a des cadeaux, qui est chaud ? C'est le 17 décembre, je crois. C'est ça, 17 décembre. Et on y va, et puis tu ouvres ton cadeau, et puis tu vois une kettlebell de 20 kilos, tu vois un sac de 10 kilos, etc. Donc, super intéressant. Mais c'est vrai que moi, encore une fois, j'ai noué des vraies amitiés avec le camp. C'est-à-dire que Ahmad, il est venu s'entraîner, on s'est fait un entraînement, mais jusqu'à ce que tout le monde soit allongé, on s'est fait un entraînement de ouf. Daryl aussi, on a fait un super entraînement aussi. Je vois que Damien, il partage. Alors Damien aussi, il fait des très 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 belles choses. Donc je vois que tout le monde a évolué. Et puis comme je disais, en fait, c'est surtout transposer ça, tu vois. Daryl, il a fait une reconversion. Je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou. On parle beaucoup de comment justement garder cette discipline-là, etc. Et moi, en fait, c'est aussi un truc que je prends beaucoup sur l'upgrade. C'est vraiment se dire, mais en fait, encore une fois, tu peux, à partir du moment où tu mets en place les actions pour. Ok ? Et donc, on va aborder aussi un sujet maintenant, parce que tu parles de discipline ou autre. Tu es team routine ou pas ? Bien sûr, routine, mais là, je suis dans une phase de ma vie où... alors, professionnellement, j'ai eu 2 phases. J'ai travaillé pendant 3 ans complètement seul. Puis ensuite, je me suis entouré. J'ai travaillé avec 6, 7, 8 personnes en même temps, pour ma chaîne YouTube, pour d'autres projets secondaires. Là, je reviens à une phase où je reprends un peu les commandes avant de recruter de nouvelles personnes pour m'épauler. Je veux d'abord m'assurer que tout se passe comme je l'entends, comme je le vois, et ensuite je ferai appel. Donc routine en ce moment, oui, couche-toi à l'heure, lève-toi à l'heure. Par contre, après, d'une journée à l'autre, là, ça peut vraiment varier en ce moment dans ma vie. Maintenant, je vais toujours faire mes 1 à 2 séances par jour. Je vais faire mes enregistrements pour Motivation, je vais travailler sur mon camp d'entraînement,
le recrutement, la montée des équipes, etc. pour les prochaines classes. Donc, team routine, je pense que c'est indispensable, complètement. En tout cas, dès que je me suis déscolarisé et les 4 années qui ont suivi, donc de 16 à 20 ans, ma vie était une routine. C'était un cycle infini, à base d'entraînement, à base de le soir, tu fais ton planning sur papier, tu te lèves à telle heure, chaque heure, ça. Ok, ça te va, oui, lève-toi, fais-le. Point. Et ça peut varier après, forcément. Au quotidien, il y a des choses qui, là, on est en enregistrement, c'est pas commun pour moi. Bon, bah, cette journée, elle est différente des autres. Hmm. Mhm. Et effectivement, on parle de discipline. Mais comme je dis souvent, la discipline, effectivement, c'est un choix. Mais il y a forcément des moments où tu n'as pas envie. Il y a des moments, peut-être, Yannick qui se lève, il dit je me suis entraîné hier, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est quoi ton discours quand tu n'as pas envie? Pour justement, quand même exécuter tes tâches que tu as à faire. Fais-le, enfoiré. Ouais. C'est tout. Parce que tu parles de discipline. Oui, la discipline, c'est justement faire la chose nécessaire, chose qui est à faire, même quand on n'en a pas envie. Donc, il n'y a pas de raccourci, en fait. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est ce que j'ai moi-même eu du mal à comprendre au début, c'est comment je vais réussir à faire tout ça. Mais je pense, tu parlais de vision aussi au début, je te rejoins totalement sur ça. Moi, mon ultime objectif, la chose pour laquelle je me bats tous les jours, ce qui dicte mon quotidien, c'est de ressentir pour moi-même ce que j'ai ressenti le jour où j'ai vu Rocky 4 pour la première fois à la télé. Cette sensation d'avoir vécu une vie remplie de choses. Ne pas avoir eu peur de confronter ses peurs, avoir osé confronter ses peurs, avoir osé faire toutes ces choses. Et pour moi, ça, c'est plus important que tout le reste. C'est plus important que tout le reste, d'être aligné avec mes valeurs, de me regarder dans le miroir et de me dire « Ok mec, t'as fait ton travail aujourd'hui. Je suis fier de toi. » De recommencer le lendemain. Et au fur et à mesure des années, oui, il y a des journées où tu vas être moins productif que d'autres. Il y a des journées où les 8 heures de taf, elles vont être difficiles à avaler. Et il y a des journées où tu vas taper 15 heures. Ce qui compte, c'est la moyenne sur l'année. Si en moyenne, tu travailles 10 heures par jour, peu importe le quotidien de chacun, on le personnalise, on le personnifie comme on veut. Mais dans mon cas, ça va être fais tes séances de sport, travaille sur ta chaîne, travaille sur ton camp, fais ce qui te fait peur, inscris-toi à cette course, fais-la. Je suis dans une phase de ma vie où il n'est question de faire que ça, et de monter la barre encore et encore et encore, confronter ma peur de me battre, confronter ma peur des gens, confronter... Là, ce qu'on est en train de faire, là, je te l'ai dit avant qu'on commence, je suis fier de moi parce que je sais qu'il y a 1 an, 2 ans en arrière, à l'arrivée du camp d'entraînement, en fait, ça a été un très très gros challenge pour moi que de me confronter, de me tenir face à une équipe d'hommes ou de femmes pendant 48 heures et de les guider, en fait, alors que moi-même, je suis en reconstruction. Je me souviens que j'étais ce gamin victimisé au collège, qui avait peur des gens, peur de regarder les gens dans les yeux. Là, je regarde 40 bonhommes dans les yeux et je leur dis, les mecs, ce week-end, on va faire ce que personne ne fait. Il y a ce conflit intérieur de, ok, je me bats contre mon ancienne version de moi-même. Donc pour moi, la question de la discipline, oui, il y a des mauvais jours, certes. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le long terme, c'est la moyenne, c'est ce que tu deviens. Et c'est ne pas fuir le combat, en fait. Pas fuir le combat. Super. Depuis que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a... Parce que du coup, la vie de façon générale, mais aussi les projets CDO, CDBA, est-ce qu'il y a une erreur que tu referais pas avec l'expérience que tu as eue, que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, ok, je l'ai fait, mais si c'était à refaire, ça, je le referais pas? Ce serait quoi d'après toi? Je pense que c'est de temps en temps mettre la progression de mes entreprises entre les mains de personnes qui me promettent qu'elles vont mieux gérer ça que moi. C'est déléguer certaines tâches à 100%, des tâches qui en réalité ne sont pas à déléguer. C'est des tâches qui me reviennent parce que c'est ma carrière, parce que c'est ça que j'ai choisi de faire, et avoir fait confiance à des gens, être tombé sur des escrocs, tomber sur des personnes qui ne s'intéressent qu'à ce que tu peux leur apporter à ton portefeuille ou ta notoriété. Ça, j'ai goûté à ça. Et je pense que être beaucoup plus méfiant des personnes auxquelles tu fais confiance
et de ne pas penser par défaut que tout le monde est comme toi. Alors ça, il y a les paroles et il y a les actions. Au téléphone, on peut dire ce qu'on veut. Mais rencontrons-nous, passons un mois ensemble. On va voir qui on est réellement. Il y a des personnes auxquelles j'ai fait confiance. Je me suis rendu compte sur le tard que je ne les connaissais pas réellement. Et que c'était du pipeau. Et donc, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions. Et s'il y a vraiment un truc que j'aurais aimé ne changer si j'en avais la possibilité, ce serait ça, ouais. Individuellement, je vois pas là. Je suis très fier d'avoir pris à bras le corps toutes mes peurs depuis mes 16 ans, d'en avoir fait le sujet principal de ma vie, de définir mon niveau de bonheur et comment je me sens en fait uniquement à travers le fait de faire face à mes peurs. Après, je suis un solitaire aussi. Il peut y avoir des tensions parce que il y a des incompatibilités et le fait de forcer les choses, des fois, ça casse en fait. Ouais. Mhm. Ce que tu dis, c'est... on le voit beaucoup, puisque sur le podcast, on parle pas mal d'entrepreneuriat. Plus ou moins, on rencontre souvent ça, dans le sens où, je mets des guillemets, mais l'image qu'on donne souvent, c'est que t'es une brebis, et puis le loup, il toque à ta porte, et tu lui dis, viens, on partage un repas. Exactement. Croire que la personne en face de toi est aussi passionnée que toi. Pas forcément. Pas forcément. Non, mais clairement. Et ce que tu dis, c'est vrai. Je dis ça parce que moi, effectivement, moi aussi, j'ai commencé le business assez tôt. Et je sais que à 18 ans, je me suis fait trahir par mon meilleur ami de l'époque. Tu vois, quelqu'un à qui j'ai donné à manger, quelqu'un qui dormait chez moi, etc. et tout. Il est parti avec de l'argent. Et en plus, le paradoxe de tout ça, c'est que, tu sais, ce type de comportement, il est très court-termiste. Parce que, je caricature, on pourrait gagner 100 000 euros ensemble, mais tu veux partir avec 8-10 000 euros. Parce que tu veux manger maintenant, tu vois. Et effectivement, en fait, il y a ce truc où, je pense un peu comme toi, je fais extrêmement attention avec qui je bosse déjà, de façon générale, mais encore plus avec qui je partage mon énergie. Tu vois, mon cercle est très... je peux être entouré de beaucoup de personnes, mais mon cercle est très restreint. Ouais. C'est-à-dire que j'ai plusieurs... Par contre, j'ai appris qu'il faut avoir plusieurs niveaux, je mets des guillemets, de confidentialité avec les gens. Il y a des gens que tu vas voir, avec qui tu vas parler, mais tu peux rester très superficiel avec eux parce que tu les connais pas. Il y a d'autres personnes à qui tu vas dire certaines choses sur certaines thématiques. Et puis il y a ceux, puisque le cercle, c'est les gens à qui tu peux parler sincèrement, sans filtre, et qui vont pas déjà, utiliser ça contre toi, mais deux, qui vont aussi pas te juger, et en tout cas, essayer de te donner des conseils ou t'apporter de la valeur pour que toi aussi tu progresses. Parce qu'en vérité, je fais une parenthèse sur ça, mais les gens expliquent souvent que l'amour, en fait, c'est être content de voir quelqu'un progresser et atteindre ses objectifs. Tu vois ? Et moi, je m'entoure que de gens dans la... Mais pour ça, par contre, il faut que tu aies sélectionné des gens qui soient que comme toi. Tu vois ? Parce qu'effectivement, si tu n'as pas ce cercle de confiance-là, il suffit d'une pomme pourrie. Bien sûr. Une seule. C'est pour ça qu'il faut être capable avant tout de vivre seul. De vivre seul. Moi, je t'ai dit, je suis un introverti, je suis un solitaire de base. Moi, ça me dérange pas de passer 3 ans enfermé dans une pièce à travailler tous les jours. J'ai appris à faire ça. Et puis, ma scolarité, mes difficultés à l'école m'ont entraîné à ça. Tu es de force rejeté du groupe. Ok. Il faut trouver moyen de te débrouiller, de continuer à faire ta vie. C'est comme ça. Donc, je n'en souffre pas. Je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Et je suis très... je pense que c'est ce qui fait ce que je fais aujourd'hui. C'est cette capacité à te poser, travailler seul, attendre rien de personne et te dire, ok, tout ce que j'ai envie de bâtir, je vais aller l'arracher. Je vais aller le bâtir par moi-même. Peut-être que ça va mettre longtemps, mais j'ai pas cette impatience de vouloir construire les choses vite. Et ouais, peut-être que si on s'associe, on pourrait gagner 2 ans, on pourrait faire ci, ça, plus d'argent, plus... Oh, calme-toi, t'as pas compris que le sujet principal de ma vie, c'est être fier de moi, être comment dire, à l'aise devant mon reflet dans le miroir, avant d'être à l'aise devant ce qu'il y a dans mon portefeuille. Ça va de pair, on est d'accord. Mais je vois dans tes yeux où c'est ce que je te parle. J'ai rencontré des personnes qui ne prônent que ça, en fait. C'est l'argent facile, l'argent rapide. Je l'ai découvert à mes dépens.
c'est ça aussi, c'est l'un des points négatifs d'être solitaire, c'est que tu vois pas beaucoup de monde, tu es à l'aise avec ça, ok, mais du coup, tu n'as pas les codes et tu te rends pas compte de si le mec il est en train de t'enfumer ou pas. Et être capable aussi de poser ses limites et tout. Donc, plutôt que de fuir ça, je le confronte, mais j'apprends à poser mes limites aussi, tu vois. Donc non, c'est important. Je pense que ce qui fait aussi que j'ai accompli tout ça ces dernières années, c'est cette capacité à travailler profondément seul. C'est tu te lèves le matin, personne ne sait ce que tu t'apprêtes à faire. Et pour les 2 prochaines années, ça va être le cas. Et tu n'auras peut-être même pas de résultat. Et tu vas douter tous les jours. Et tu vas te cacher pour pleurer parce qu'il y a ton petit frère à côté et tu veux tu veux avoir bonne figure. Bah c'est ok. Si tu es capable de traverser ça, tu es capable de tout traverser. Parce que si tu dépends d'une femme, d'un partenaire en business, tu n'es qu'à moitié aux commandes. S'il y a un grain de sable dans l'engrenage, à mes yeux, hein, ça peut partir en vrille. Et pour moi, c'est inenvisageable de laisser une partie de ce que je suis en train de bâtir entre les mains de quelqu'un, littéralement. Qu'il lui suffit d'appuyer sur un bouton et il repart avec le morceau. Non, pas possible ça. Pas possible. Hmm. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, donc toi, principalement, c'est YouTube où tu as beaucoup communiqué. On a parlé de plus de 500 vidéos, etc. Et un truc aussi qui vient avec YouTube, c'est que encore plus dans les discours de motivation et les discours des orateurs que tu choisis, qui sont parfois assez durs, comme Goggins. Comme j'ai dit, Goggins, c'est soit t'aimes pas. J'ai pas trop de personnes qui sont au middle, tu vois. C'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est soit tu dis, ben non, il exagère et tout, ou bien soit, ouais, franchement. Ma question ici, c'est effectivement, donc, quand tu commences à exposer ton contenu, je mets des guillemets, mais c'est un peu une partie de toi, puisque tu y as mis de l'énergie, tu y as mis du travail, tu y as mis du temps. Et puis des fois, malheureusement, comme je le dis souvent, Internet est méchant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, potentiellement, qui peuvent avoir des commentaires très négatifs, puisque, en fait, c'est tellement facile pour les gens de se cacher derrière un faux profil, de pas mettre de photos, de mettre user, je sais pas combien, et puis de commenter, etc. Donc, ils se sentent vraiment à l'abri. Ma question, c'est, est-ce que, depuis que tu as commencé, il y a eu des commentaires que je peux dire négatifs sur ça? Et c'est quoi, comment tu gères ça? Comment tu gères cet aspect-là? Déjà, premièrement, c'est important de préciser que j'en ai vraiment eu très très peu. Très très peu de commentaires négatifs. Première chose, maintenant il y en a eu. Comme tu l'as précisé, on est bientôt à 500 épisodes créés. Des sales commentaires, on en reçoit tous, ça fait partie du jeu. Maintenant, une de mes particularités, la première des choses qui fait que ça me glisse dessus, c'est que j'ai été critiqué toute mon enfance. J'ai reçu des millions de critiques, être pointé du doigt, être humilié. J'ai vécu, je me suis fait ma carapace. Première chose. Deuxième chose, mon critère pour poster une vidéo, c'est d'en être profondément fier avant de la poster. Si je la regarde et qu'elle me fait rien, ça sert à rien de la poster, tu vois. C'est vraiment personnel. Je veux créer quelque chose dont je suis fier, qui apporte de la valeur, qui m'apporte déjà à moi de la valeur, et ensuite je le partage et j'ai l'opportunité d'en apporter au monde, aux personnes qui veulent bien, qui trouvent de l'intérêt là-dedans. Maintenant, voilà, quelqu'un va venir dire ton doublage il est éclaté, ta voix je la supporte pas, c'est ok. C'est ok. Écoute, moi je suis très heureux de faire ce que je fais, je n'aurais vraiment finir youtubeur, presque boxeur professionnel, être interviewé dans ce studio aujourd'hui, faire ce que je fais aujourd'hui, c'était vraiment, ça relève du miracle, quoi. J'avais tellement peu confiance en moi que toutes ces choses-là, je me serais même pas permis d'en rêver. Même quand je me suis attaqué à la boxe anglaise, c'était des bribes, c'était 2 minutes par jour, tu vois, où je me dis, putain, peut-être que je peux y arriver. Et les 23h58 minutes qui restent, c'est impossible, en fait. C'est pas moi. Je suis pas un boxeur, je suis une victime. Toute ma vie me prouve que je suis une victime. Comment ça, tu vas être boxeur pro? Comment ça? Donc non, moi, il est uniquement question de comment je me sens, encore une fois, dans mon corps, dans ma tête. Et après, oui, les critiques, ça fait partie du jeu. Comme tu l'avais précisé tout à l'heure, je me suis très peu montré aussi. Donc on a critiqué mon travail dans un premier temps. Ensuite, maintenant, j'apparais face caméra et on peut me critiquer moi, personnellement. C'est un autre aspect, mais je suis toujours parfaitement en accord avec moi-même avant de lancer un projet. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas, comme tu dis par rapport à Goggins, on l'adore ou on le déteste. J'ai signé pour ça. Super. Et
tu dirais qu'aujourd'hui, en comparaison du camp, en comparaison des gens dans le Discord, etc., c'est quel type de personne qui que le camp peut aider, si je puis dire. Mais je parle, non. Quand je dis en termes de personnes, c'est surtout, c'est des gens qui sont à quel moment de leur vie, qui ont besoin de quoi, de quelle façon, etc. C'est quoi le type de persona, le type de personne que tu vois, qui vraiment, quand elles sortent du camp, elles se disent mais wow, c'était vraiment un truc de fou, et tu vois la progression, tu vois. Moi, les plus grosses transformations que j'ai vues de mes propres yeux, des pères de famille en larmes, des femmes qui hurlent parce que la guerrière elle sort, des plus jeunes qui ont passé toute leur vie. Moi, c'est des personnes qui se sentent mal dans leur peau. C'est des personnes qui veulent passer au niveau supérieur et qui savent peut-être pas comment faire. Ou des personnes qui sont déjà passées au niveau supérieur, qui ont commencé à se bâtir une confiance, une armure, une vie dont ils sont fiers et qui veulent passer encore un cran au-dessus. Et ces personnes, on sait très bien les accueillir aussi. On saura quoi leur donner, quoi leur faire faire pour qu'elles vivent leur camp aussi intensément que la personne qui n'est pas forcément sportive. Donc voilà, parce qu'on va personnaliser l'expérience le plus possible. C'est compliqué, ça paraît. Moi, quand j'ai pensé à ça, le camp d'entraînement, je me dis comment je vais réussir à créer une expérience que les candidats, sachant qu'ils ont tous un niveau différent, vont pouvoir vivre plus ou moins de la même manière, le même planning. Mais en fait, j'ai trouvé. Il est question que chacun donne son maximum. On va travailler à l'échec. Si tu es capable de faire 100 pompes d'affilée parce que tu es un athlète de haut niveau, bah, tu vas faire 100 pompes d'affilée. Si à côté de toi, il y a un mec en surpoids qui fait pas de sport, il va les faire sur les genoux, il va en faire 10, il va être au bout. Et ce sera sa limite à lui, tu vois. Et vous allez faire ces choses parallèles. Tout le monde va fonctionner comme ça. Des personnes qui se sentent mal dans leur peau, des personnes qui sont soit très en colère, soit très tristes, soit très malheureuses, soit perdues, soit qui ont l'impression de stagner depuis un moment et qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent recevoir un énorme coup de pied au cul qu'ils sont sûrs de recevoir ce week-end. Aucun des candidats que j'ai reçus, sur plus de 250 candidats, 9 événements confondus, aucun n'est ressorti indifférent. Aucun. Mais quand je dis indifférent, c'est vraiment... on est presque au niveau du traumatisme pour certains. C'est une expérience dont ils se souviendront toute leur putain de vie. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est créer un point de référence. J'en parle beaucoup. Faire quelque chose de tellement difficile par soi-même, hein, pas attendre que la vie t'envoie l'épreuve, aller chercher l'épreuve, pour qu'une fois que tu traverses ce camp, tu donnes tout ce que t'as. T'as douté 1000 fois, t'as eu envie de la sonner 500 fois, cette putain de cloche. Tu l'as pas fait, t'as réussi, tu repars avec ton médaillon. Et en fait, tu t'es prouvé que t'étais capable. Et ça, derrière, après, tu peux y repenser à chaque fois que c'est difficile. Quand ton réveil, t'as envie de le snooze et de te rendormir, tu repenses au camp où on a débarqué avec 4 mégaphones, des fumigènes, des instructeurs cagoulés qui tiraient les jambes pour sortir de la tente. Quand t'as vécu ça, ton réveil, il est adorable finalement. Il est adorable, tu vois, et c'est pareil pour tout. Quand on va taper 10 000 jumping jacks en 6 heures, ou qu'on va faire 1 heure et demie de bain froid, ou qu'on va ou qu'on va te pousser à t'entraîner 30 heures dans le week-end, après s'entraîner 6 heures par semaine, c'est quoi? Mais c'est quoi? En fait, quand l'idée te dit j'ai la flemme, tu repenses, moi je sais pas comment les candidats le vivent, mais moi personnellement, après avoir vécu des combats de boxe, des ultramarathons, c'est qu'en entraînement, en tant qu'organisateur et candidat, l'idée de ne pas faire la tâche qui est en face de moi, mais c'est une trahison en fait. C'est t'as fait tout ça pour rien, pour t'arrêter devant une tâche mais totalement banale, un enregistrement micro. Parler devant un micro là, ok, donc faut que tu te concentres, t'as ton script, ça va te prendre 3 heures. Ok, et alors, quand t'étais à la 18e heure de ton ultramarathon, avec les genoux bandés parce que t'étais blessé depuis la 6e heure et qu'il t'en reste encore 6 et que t'as trouvé le courage de sécher tes larmes et d'aller chercher la ligne d'arrivée, là tu vas faiblir, là, dans ta pièce chauffée. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Et c'est comme ça que je me parle tous les jours. Et la discipline, elle vient de là. Il y a un moment, t'as pas de preuve. Tu sais pas de quoi t'es capable. Il va falloir partir de zéro. Faire un premier footing, un premier combat, un premier sparring, première vidéo qui va être nulle. Mais il faut la faire. Et à partir de là, t'as un point de référence. À partir de là, tu peux dire, ok, le prochain step, c'est celui-ci. Et une fois que tu as bâti tous ces points de référence au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que ça te suit du matin au soir. Ça te suit, ça te colle à la peau du matin au soir. Ça devient, tu t'es réinventé. Moi, c'est ça, c'est vraiment
c'est ce qui me faisait très très peur quand j'étais plus jeune, c'est de passer toute ma vie et de ne pas avoir cette sensation de me dire je suis capable. C'était ma plus grande peur. Après, c'est rédaction à la chaîne, encore et encore et encore. Et avec des mentors comme David Goggins. David Goggins n'avait pas un David Goggins dans sa vie pour le motiver. Tu vois, et pourtant il l'a fait. Il l'a fait. Comment il a fait? Donc nous, on a les exemples en plus maintenant avec la technologie. Remettons les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance et il est vraiment abordable. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'être... je sais pas moi. Je me rappelle d'un candidat, un potentiel candidat, il m'avait appelé au téléphone et il avait l'impression de stagner dans sa vie et potentiellement il s'inscrirait à la prochaine classe. Et il m'avait parlé du fait qu'il avait une bonne situation financière, qu'il avait une femme, que ça fait des années, qu'il a eu aussi beaucoup de galères dans sa jeunesse et qu'il arrive à un point dans sa vie où en fait c'est redevenu confortable. Et il m'a demandé conseil, mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire en fait pour me sortir de cette stagnation, de cette situation, parce que ma vie m'ennuie en fait aujourd'hui. Mais je lui ai dit, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu sois entrepreneur, salarié, sportif, je sais pas, tu peux par exemple monter sur un vélo et pédaler pendant 24 heures. Tu verras ce que ça donne. Tu vas ressentir 1001 émotions différentes. Tu vas avoir envie d'abandonner, et si tu as le courage de le faire, tu le feras pas. Si tu as le courage de ne pas craquer, tu ne craqueras pas. Et en fait, c'est pas le fait de pédaler 24 heures, de courir 24 heures, ou de faire une vidéo, ou de faire un sparring, ou... c'est l'habitude de ne pas craquer quand on a envie. C'est tout. C'est ça le camp d'entraînement. Tu regardes la cloche, elle est séduisante, tu la sonnes pas. Tu la sonnes pas. Il y a des cloches partout autour de nous. Tous les jours, on sonne des cloches. T'as pas envie de faire ton travail, tu le fais pas. Tu te permets de pas le faire, une cloche. Sauf qu'il y a quelqu'un dans le monde que tu retrouveras peut-être dans 10 ans qui, lui, ne l'a pas sonné, cette cloche. Lui, il l'a fait, cette heure supplémentaire. Lui, il l'a fait, cette séance de sport que toi, tu n'as pas fait. Et encore, et encore, et encore. Et ça crée des champions. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Si tu es totalement heureux dans une vie normale, calme, paisible, en tant qu'employé ou peu importe, pas trop dur, et que tu es OK avec ça, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je suis pas OK avec ça. Moi, je ne veux pas de cette vie. Je veux une vie gouvernée par l'intensité, remplie de choses complètement insensées, particulièrement celles qui me font le plus peur, et les faire. C'est la vie que j'ai choisie, et il ne dépend que de moi que de la vivre, que de faire ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Et je vais pas attendre 10 ans. Il y a des choses, des fois, le fait de plonger la tête la première, même si t'es pas prêt, pour moi, c'est dans ces moments-là que j'ai le plus changé. Tu te reconnaîtras, on se reconnaîtra tous là-dedans. Et à un moment, c'est faire cette chose dont tu ne te sens pas prêt. Lancer cette entreprise, aller aborder cette personne, faire ce premier combat, t'inscrire à une course. Je répète souvent les mêmes choses parce que c'est ce qui dicte ma vie, mais on peut le personnifier comme on veut. Faire ce truc-là, alors que t'es pas forcément prêt. Mais t'as jamais essayé, donc vas-y pour en être sûr. Lance-le ce camp d'entraînement. T'as peur des gens? Invite-les. T'auras plus le choix d'être prêt. Alors, peut-être que ce sera pas parfait, mais ce sera fait. En plus, on parlait, du moins, Goggins en parlait, la zone de talent, et puis après la zone de travail. Et effectivement, moi, je le vois beaucoup puisque j'ai la chance d'accompagner beaucoup de personnes, etc. Et j'avais une classe d'étudiants l'autre jour, donc sur le digital, etc. et tout. Et effectivement, donc pour expliquer le concept, c'est de dire que on a tous plus ou moins un talent. En tout cas, une zone de talent, une zone de génie, si je puis dire, où on fait les choses facilement. Par exemple, je caricature. Hein. Moi, je suis grand, les gens ils vont dire au basket, il a des facilités. Quelqu'un qui court vite, on va lui dire ok, sur les sprints, tu as des facilités. Donc il y a une zone de talent. Et puis effectivement, moi, ce que j'apprécie dans ce truc-là, c'est qu'en fait, il y a un moment où effectivement le talent ne suffit plus et que tu dois continuer parce que peut-être ton talent il t'a pas amené là où tu voulais aller, donc tu dois continuer. Il y a une zone de travail. Et en fait, je te dis ça pourquoi? Parce que moi, à la base, je suis un asthmatique, par exemple. Quand je dis que j'étais faible, quand j'étais petit, j'étais asthmatique. C'est-à-dire que même faire un match de foot, un five, là, que tous les petits, ils font, je pouvais pas faire ça, je m'écroulais. Tout de suite. Et j'ai dû me dire, même chose, ok, est-ce que tu veux devenir fort ou est-ce que tu veux juste subir ça? Moi, je dis, asthmatique, c'est genre, je fais des crises toute la nuit, ma mère est là, je prends ma ventoline, là, tout le temps que je dois avoir sur moi, H24, etc. Ça me saoule, il y a plein de trucs que je peux pas faire. Et donc, du coup, je choisis effectivement à un moment de dire ok, stop, là, je vais devenir ultra chaud en sport. Il n'y a pas de débat, tu vois. Et
pourquoi j'évoque ce point-là, c'est parce que effectivement, en fait, je partais de tellement zéro. Et en plus, moi, quand tu dis j'ai grandi aux Antilles, c'est très spécifique ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai grandi dans une grande famille de cousins. On est moqueurs, faut pas être susceptible. Tous les jours, tu vas devoir te battre, etc. et tout. Donc, déjà, je pense que quand tu es faible physiquement, tu utilises beaucoup plus ton cerveau. Quand tu es petit, je veux dire. C'est-à-dire que tu vas réfléchir à beaucoup de choses. Donc ça, déjà, ça ce premier truc-là, cette conscientisation. Mais à un moment, effectivement, il te faut en fait les deux. Il faut que tu sois capable, effectivement, d'avoir ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, tu te rends compte que des gens, à un certain moment, quand le travail prend place et que leur talent ne suffit plus, en fait, quand ils sont pas habitués à ça, ils paniquent beaucoup. Tu vois, moi, je le vois beaucoup sur des gens que j'accompagne ou autres, ou même des entrepreneurs qui sont pas, par exemple, habitués à l'échec, que moi j'appelle une tentative, un essai, mais qui sont pas habitués à ça, ça ne marche pas. Tout le monde s'écroule. C'est waouh, je comprends pas. Est-ce que c'est fait pour moi et ceci et cela? Et moi, je me dis, en fait, t'as pas compris. Le jeu, là, on joue un jeu de l'infini. Le jeu de l'infini, en fait, il nécessite que tu essaies encore et encore parce que à la fin, celui qui gagne, celui qui n'a pas abandonné. Quand j'ai repris mes études, au parallèle de toi, tu vas t'arrêter. Moi, j'ai repris des études à un moment. On m'a dit, ouais, c'est pas pour toi. J'ai postulé 258 fois pour trouver une alternance. Les gens, ils m'ont dit, ah ouais, parce que je les entends, mes étudiants, ouais, les alternances, c'est voilà pour faire, ne pas payer l'école, dont tu es une entreprise, etc. Je leur dis, ok, vous avez postulé combien de fois? Ah, moi, j'ai envoyé 15 CV, machin. J'ai dit, mais 15, c'est ridicule. J'ai dit, il faut continuer. Et moi, j'ai trouvé mon alternance à 1 semaine du début des cours. C'est-à-dire que moi, j'ai juste dit, tant que je peux postuler, je postule. Fin du game. Après, on verra ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est devenu mon référentiel en me disant, si demain, je cherche un taf, il faut que je dépasse au moins 258 avant de commencer à me plaindre. Tu vois. Ouais. Et moi, le point que je vais aborder, c'est que je trouve que justement, le camp, en fait, que tu sois bon ou pas bon, en fait, à un moment ou à un autre, tu vas être en échec musculaire. Ah, on va le chercher, l'échec. Voilà. C'est ce qui t'attend, en fait. Ouais. Exactement. Et à un moment, en fait, on va voir, parce que, tu sais, cet échec musculaire-là, je kiffe ça, je rigole parce que j'aime trop cette sensation, c'est qu'en fait, ça remet tout le monde sur la même ligne. C'est-à-dire que quand tout le monde est en mode échec, comme tu disais, il y en a un peut-être qui va faire 100 pompes, il y en a un autre qui va faire 10 pompes sur les genoux, mais les deux sont en échec à un instant T. Maintenant, on va voir qui fait quoi. Qui est qui. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé, effectivement, dans le camp, c'est de se dire, en fait, parce que beaucoup de gens me disent, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont allés au camp par mes recommandations, et tout le monde me dit, ah mais Jérémy, je dois m'entraîner comment? C'est quoi les épreuves auxquelles je dois faire attention? Je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas compris. Ce camp-là, c'est pas un camp physique. C'est un camp mental. Et quand je dis un camp mental, c'est-à-dire qu'il va vous faire chercher vraiment, est-ce que vous êtes capable d'aller et de continuer, même quand tout autour de vous dit qu'il faut arrêter. Exactement. Il est là le game, tu vois. Et c'est ça pour moi qu'on va chercher. Ok ? Totalement d'accord. C'est vraiment le thème principal. C'est encore une fois ce réflexe de ne pas abandonner quand tout te pousse à abandonner. Et ça se retrouve dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça en fait. Moi, ce camp d'entraînement, c'est quoi ? Si tu me comprends, tu comprends mon camp. Si tu comprends mon camp, tu me comprends moi. C'est ma vie en fait. J'ai choisi d'aller chercher ce qui me faisait peur. La zone de talent, je la connais pas. Je commence dans un domaine dans lequel le premier jour, je suis dépassé déjà. Ma zone de talent, elle n'a même pas, je l'ai même pas atteint. Elle n'est pas là. Tu vois, j'ai peur de me battre profondément. J'ai perdu toutes mes bagarres au collège. Je me suis fait cracher dessus. J'ai peur de regarder les gens dans les yeux. Et je choisis de devenir boxeur. Il n'y a pas de talent là. Il n'y a pas de talent. J'ai peur le jour 1. Ma chaîne, c'est différent. C'était plus de la théorie, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais ouais, le camp d'entraînement, c'est ça. J'ai ouvert aussi un format podcast. Je ne sais pas si tu en as connaissance. L'Ascension. J'ai ouvert un format podcast en 2023, début 2023. Donc début 2023, début des travaux, et mi-2023, premier épisode. J'ai donné 19 interviews, j'ai reçu 19 personnes que j'ai accueillies. On a fait un épisode, ils ne sont pas tous sortis pour différentes raisons. Pourquoi j'ai décidé de monter un studio de podcast et de recevoir des personnes? Parce que j'avais peur des gens. Parce que je me sentais tellement introverti. Alors ok, je commence à devenir un bon sportif. J'ai une chaîne YouTube rentable qui prend de l'ampleur. Ok, c'est bien. Je pourrais me contenter de ça. Je pourrais déjà me contenter que de la chaîne YouTube.
je ne lâche pas mon sport. J'ai les deux. Mais je me rends compte que ces 4 années de travail à temps plein, intensif, seul, m'ont rendu sauvage, en fait. Je suis complètement décalé avec la société, quoi. Je veux dire, je sais même pas si je suis capable d'avoir une vraie discussion, quoi. Waouh. Et pour la vie que j'ai choisie, ça, c'est pas acceptable. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je me pose en faisant la liste de mes points forts et mes points faibles, mais surtout de mes points faibles. Fin 2023. J'ai ce putain de problème. J'ai peur des gens. Je sais que je vais avoir tellement de friction à réussir à parler correctement, tu sais, l'équilibre entre tu prends la parole, tu la donnes, tu laisses la personne parler, tu l'écoutes. Tu sais, j'étais tellement dans ma bulle tout seul pendant 4 ans à Goggins, boxe anglaise, combat, ultramarathon, fais ci, fais ça, travail, lève-toi. Je voyais personne. Ça m'a rendu... J'ai créé un énorme retard social. Et j'ai commencé à réfléchir à ma manière de pouvoir battre cette peur, cette lacune quoi que j'avais créée. Et ouais, je me dis, putain, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Aborder des gens dans la rue? Aborder des femmes dans la rue? Oh, l'enfer! Oh, encore pire! Devenir intervieweur? Non, mais... On a commencé les travaux. C'est pas une question de business, c'est pas une question de faire des vues, c'était... D'ailleurs, ça même pas... Je lui ai pas donné une forme pour que ça perce, tu vois. C'était ma façon de travailler l'aspect social de ma vie. Mais d'une manière intensive. Je reçois une première personne, j'étais pétrifié à l'idée du blanc, de pas réussir à mettre à l'aise la personne. Et en plus de ça, c'est ma première apparition sur ma chaîne. Alors au début, j'avais peur de me montrer face cam parce que j'avais encore honte. J'étais pas sûr j'avais peur du regard des gens, j'avais peur Puis vu que je me suis pas montré pendant 4 ans et les gens se sont fait une image de moi, je recevais des commentaires parfois de mecs qui me disaient mais putain, j'ai hâte de connaître le parcours de la personne qui traduit parce qu'il doit avoir 40 ans, il doit avoir une vie de fou et tout. Moi je voyais ça, je me dis mec, t'es conscient que j'ai 18 piges et que j'ai peur encore de tout. Et donc ça me faisait super. Et du coup j'ai décomposé le truc comme au camp d'entraînement. T'as peur de te montrer face caméra, bah montre-toi de dos. C'est ce que j'avais fait. Je voyais mon invité, la caméra elle était là et on me voyait de dos, j'avais la capuche. Petit à petit, je me suis même filmé de profil après. J'avais toujours la capuche, on voyait le bout de mon nez et de mon menton, tu vois. Ça peut paraître très très hilarant dit comme ça. J'avais tellement peur de me montrer face caméra, c'était pas possible. Mais je me suis montré de dos, puis de face, puis un jour, face caméra. Tu décomposes, tu rends la chose accessible. Tu vois, et ça c'est pour en revenir au sujet du talent. Tout ce que j'ai choisi d'entreprendre par moi-même dans ma vie, c'est précisément des choses dans lesquelles je n'avais aucun talent. Aucun talent. Et si j'ai un point fort que j'ai développé, finalement, je me rends compte que c'est celui d'aimer travailler sur mes points faibles. Ça peut peut-être suffire. Super, super, super. Écoute, Yannick, j'ai peut-être quelques dernières questions. Ce serait quoi un conseil que tu donnerais au plus jeune Yannick, au petit Yannick? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de serrer les dents encore quelques années, de profiter de toute cette injustice, parce que c'est ce qui va faire toute la différence plus tard. C'est parce que t'as une sale gueule, c'est parce que t'es seul dans la cour, c'est parce que tu te sens mal dans ton corps, dans ta tête, que tu auras l'opportunité plus tard de devenir quelqu'un dont tu pourras être fier. Donc, je dirais juste de continuer de subir et d'accumuler cette colère et d'accumuler cette énergie C'est ça que je lui dirais. Ton heure reviendra. T'inquiète pas. Super, super. Je vais te poser la question, mais bon, je m'attends déjà à la réponse. C'est quoi ton livre préféré? Can't Hurt Me. David Goggins. David Goggins, ok. Tu l'as lu le deuxième aussi? Pas encore. Pas encore, ok. Pas encore parce que j'avais pensé à le traduire en fait. D'accord. Et je m'étais gardé la surprise. Au final, on l'a pas encore traduit, on le traduira pas parce que c'est illégal. Et c'est pour ça que le livre n'est plus disponible. Bref, la traduction dont on parlait plus tôt. Et c'est pour ça qu'il est disponible seulement en camp.
parce que, et ce n'est même plus le cas, je le remettais en fait en format MP3, quoi. Mais ouais, non, Can't Hurt Me, je l'ai lu une trentaine de fois, je pense. Et puis je l'ai traduit aussi, donc indéniablement, ouais. Hmm. Sur ces dernières minutes, il y a quand même un point qu'il faut que j'aborde, puisque effectivement, beaucoup de gens disent que la traduction que tu avais faite même était et au-dessus de la traduction qu'on a aujourd'hui qui est officielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui écoutent le truc, qui disent ouais, mais. Parce que tu interviens dans la partie défi, je crois, sur la Oui. partie officielle, c'est ça. Donc, les gens qui disent ouais, mais. Surtout ceux qui ont connu le livre avant. C'est-à-dire la forme de la traduction qui disent ouais, c'est pas la même chose, etc. Il y a pas. C'est de l'énergie parce que les gens pensent on a un corps physique, oui, mais il y a un truc qu'on voit principalement, c'est l'énergie des gens. Il y a l'énergie, il y a le corps physique, etc. Tu vois. Donc il y a ce truc-là. Et il y a un point, il y en a deux, mais on va en aborder un, puisque je pense qu'on pourra en parler pendant 4 heures. Mhm. Chapitre 4. Mhm. Prendre des âmes. Mhm. Parle-moi de ce chapitre. Moi, j'ai un truc que je veux comprendre, c'est comment tu te sens au moment où tu recordes, où tu traduis justement ce chapitre-là. Pour moi, il n'est pas question de doubler une vidéo ou un livre audio, c'est de doubler d'apporter l'énergie qui va avec. Et on ne parle pas de n'importe quel livre, on ne parle pas de n'importe quel homme. Donc comment je le ressens ? Pour moi, c'est juste, j'ai enfin mis le doigt sur un trésor. Ce livre, c'est la boîte à outils ultime. Si tu le lis, que tu le comprends et que tu l'exécutes, rien ne peut t'arrêter. Donc comment je le vis ? Je me dis, ok, moi je suis devant ces chapitres, ces vidéos, les discours de David Goggins, je me dis, tu as choisi de les traduire, tu as choisi de t'en imprégner, de le partager au monde. Je me sens responsabilisé au plus haut point. Quand tu t'engages sur cette voie, c'est mon ressenti, et les gens le ressentent, ils le savent. Je pense, je peux pas me permettre de traduire ça encore une fois et de rester le même. C'est pas possible. Donc, pour moi, ça marque juste le début la suite quoi, des événements et le rappel, quand je traduis le chapitre 4 ou n'importe lequel des 11, de me dire, n'oublie pas d'être un putain de guerrier, mec. Mhm. Si tu t'engages et que tu fais ce travail, là, n'oublie pas de passer à l'action. N'oublie pas d'exécuter comme un psychopathe ce dont on parle là. Parce qu'encore une fois, si Can't Hurt Me ne te traumatise pas, rien ne le fera. Rien ne le fera. Très très bien. Ok, écoute Yannick, franchement, merci beaucoup d'être venu sur l'Upgrade. C'est un plaisir. C'est avec plaisir que je t'ai reçu. Et puis il y a un dernier point aussi pour les plus courageux qui sont restés, c'est qu'effectivement sur tes camps, on a maintenant une petite offre pour les personnes. Donc avec le code effectivement Upgrade, vous avez 15% de réduction au moment où je parle en tout cas. Et donc du coup ça permettra à certains en tout cas, peut-être parce que il y a des étudiants, il y a tout type de personnes. Et le but, je pense que c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre, quoi. Complètement, c'est l'objectif. Les 2 prochaines classes, les 2 seules classes de l'année 2025, classe 9 masculine, classe 2 féminine. Pour les hommes, ce sera le week-end du 18 juillet. Et pour les femmes, ce sera le week-end du 15 août. Et récemment, donc, j'ai opéré une grosse mise à jour du projet. On est vraiment, donc, l'encadrement est opérationnel. Les structures sont là. Ce que tu as vécu au camp 3, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, tu m'as partagé que tu seras de la partie pour la classe 9, normalement, on verra bien. Et donc j'ai rajouté 3 nouveaux formats pour les personnes les plus, on va dire, comment dirais-je, qui ne se sentent pas forcément capables de plonger dans 48 heures non-stop. Surtout que voilà, moi je fais pas de fausse pub, ça va être infernal. Donc si tu t'en sens pas capable, c'est ok. Si ça t'appelle, peut-être que tu auras le cran de le faire. Et si c'est pas ça, eh ben fais-le de ton côté tout seul, c'est complètement ok. Sauf qu'ici t'as pas le choix en fait. Tu es garanti d'avoir cette zone d'inconfort total et cette transformation à l'arrivée. Donc les 3 nouveaux formats, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Et toujours le format 48 heures. Donc pour en dire, petite parenthèse très, très rapide, tout est expliqué sur le site internet, mais en gros le point de rendez-vous est toujours donné le vendredi soir entre 15h et 18h. La première soirée, donc du vendredi jusqu'à la première nuit de sommeil, ça va être le débrief, la visite des lieux, l'installation du dortoir,
le dépôt des bagages, etc. Il y a un certain matériel à ramener, des tenues rechange et compagnie, un sac de couchage aussi. Et puis le top départ officiel, il se situe entre 3h30 et 7h du matin le samedi. Et à partir de là, on déroule 4 équipes de candidats pour 4 groupes différents, 6, 12, 24, 48 heures. Et ça déroule jusqu'au lundi matin cette fois et plus jusqu'au dimanche soir. On est vraiment du lundi, admettons que ça commence à 5h du matin le samedi, ce sera jusqu'au lundi à 5h du matin pour le groupe 48 heures. Et là, il va y avoir tout un enchaînement d'exercices physiques intenses, de cardio, d'endurance, de résilience, de mental. Il y a des exercices à l'écrit même maintenant, de théorie, pour que les gens comprennent en fait ce qu'on est en train de faire, qu'ils comprennent que c'est pas juste bête et méchant, que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça, qu'en mental, comme tu le dis. Et voilà, tout un tas d'épreuves. C'est pas uniquement du physique. Il peut y avoir des bains froids, où on va taper encore plus profondément dans le mental. Il va y avoir des exercices en pleine nuit, en plein jour. On va dormir très peu. La nourriture est distribuée tout au long du camp d'entraînement, les repas, les collations. Voilà, je pense avoir fait le tour, avoir dit l'essentiel. Et cet été, on va foutre le feu, là. Très bien. Bah, écoute, Yannick, merci beaucoup Avec d'être plaisir. passé. Et puis, on se retrouve très vite alors. Avec plaisir. Ciao, ciao.